ceux qui nous connaissent pas, on va brièvement se présenter. Donc, on est David et Mirana. Comme l'a dit Olivier, on est thérapeute et coach spécialisé dans les relations amoureuses. Donc, nous, on accompagne uniquement des personnes célibataires ou des personnes qui sont en tout début de relation amoureuse. Et vraiment, on les aide à, alors si elles sont célibataires, à rencontrer la bonne personne qui leur correspond. Et pour les personnes qui sont déjà en relation, on les aide à discerner, on leur donne tous les outils nécessaires pour pouvoir construire vraiment une belle relation amoureuse saine, durable, bienveillante, dans le respect. Voilà, donc nous, on a vraiment que cette activité. Comme l'a dit Olivier, pour notre parcours, en fait, je dis ça en introduction, euh, on a été célibataire comme vous. On a connu pas mal de périodes de célibat dans nos vies. On a connu aussi pas mal, nous, de déceptions dans les relations amoureuses. On a tous les deux été concernés par la dépendance affective qu'on a appris à dépasser à travers la thérapie, à travers le coaching, à travers à la fois des moyens humains et psychologiques et aussi des moyens spirituels. Voilà, on a utilisé ces deux moyens-là pour pouvoir dépasser ces enjeux-là. Et aujourd'hui, tout ce qu'on transmet dans notre pratique, c'est aussi tout le fruit de nos expériences propres. C'est pas juste de la théorie. On s'est pas juste formé. On s'est formé à l'école de la vie avant tout. Après, bien évidemment qu'on s'est formé à des outils de coaching, de thérapie. Voilà. Et toute notre approche et tous nos accompagnements sont vraiment le fruit de notre expérience. Et voilà, on a une grosse expérience des relations amoureuses et aussi du célibat. Et que tout ce qu'on transmet aujourd'hui, tout ce qu'on vous transmet, ce sont des choses qu'on s'est appliqué à nous-mêmes, qu'on a appliqué avec nos clients. On sait que ce sont des choses qui marchent. Ça part aussi d'un constat qu'on fait tous les jours au quotidien. Avec Mirana, tous les deux en cumulé, on a déjà accompagné plusieurs centaines de célibataires, principalement chrétiens. Alors, on n'accompagne pas que des chrétiens, mais à 90% de notre clientèle, ce sont des personnes chrétiennes, d'accord? Donc, on a aussi repéré à chaque fois euh, tous les écueils, toutes les difficultés, que ce soit liées aux blessures, aux peurs, aux croyances limitantes, au manque de clarté, à l'ambivalence, à des styles d'attachement évitants, voilà. Et à chaque fois, vraiment, on vous apporte un petit peu, on essaie de faire une synthèse de ce qu'on voit au quotidien. Et, euh, et voilà. Et notre particularité, je dirais aussi, c'est vraiment d'essayer de faire des passerelles entre la dimension spirituelle, d'accord? Dieu, le spirituel, ce qui nous dépasse, la grâce, et ce qu'on a nous à faire en tant qu'humains dans notre nature, travailler sur notre psychologie, sur nos blessures. Et voilà, on essaie toujours de faire ces ponts, voilà, pour ne pas tout attendre de Dieu, ne peut-être pas tout attendre des outils non plus, des outils humains, mais d'essayer, voilà, de trouver cet équilibre. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait dans nos accompagnements. On fait toute notre part et on demande à Dieu de nous aider dans le cheminement. Donc, voilà un petit peu pour notre introduction. C'est un thème pour moi de base. Donc, du coup, c'était important de refaire un tour sur ça. En quoi c'est possible d'être rapide dans sa recherche? Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui nous disent est-ce que c'est la bonne, le bon, nous, on n'est pas trop fan. Parce que ça dépend avant tout de sa capacité à s'engager et à décider. Donc, on peut attendre des années la bonne personne, mais il se peut qu'on ne soit pas en capacité de s'engager, ou il se peut qu'on ne soit pas en capacité de regarder à l'endroit où on pourrait s'engager. Donc, du coup, c'est une petite nuance que j'ai rajoutée dans le titre du webinaire. Donc, c'est ça. En quoi c'est possible d'être rapide? En quoi c'est possible d'être efficace? Comment rencontrer une personne qui me correspond rapidement, de la façon la plus rapide possible? Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. C'est pas parce que je dis rapide que c'est facile. C'est vraiment une nuance très, très importante, puisque ça demande finalement plusieurs choses dont on va vous parler ce soir. Comment rencontrer rapidement une personne qui vous correspond? Eh ben, bien sûr, c'est possible, mais ça va pas se faire sans vous. Alors là, bien sûr, hein, c'est tout l'inverse de ce côté des fois un peu trop chrétien, qui serait euh, entre guillemets une attitude passive, qui dirait j'attends tout de Dieu. Dieu va tout faire. Enfin, je vous rappelle quand même la règle de Saint Ignace qui est Prie parce que Dieu fait tout, mais agit comme s'il ne faisait rien. voilà, c'est vraiment ça. C'est oui, il y a la grâce, mais elle tombe dans la nature. Et la grâce sans la nature, c'est comme si elle tombait sur un caillou. Donc, on n'est pas des cailloux,
On a une nature et cette nature fait qu'on participe à la grâce. Et pour votre vie, c'est la même chose. Vous devez participer. J'ai cet exemple, si vous vous dites je veux un couple pieux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout miser sur le physique si vous voulez un couple pieux. Il va falloir apprendre à faire ça et vous allez devoir participer. Hein. Oui, je veux ça, Jésus, c'est très bien, mais si vous regardez toujours à l'endroit où la fille elle est super belle et le mec est super beau, comprenez que Dieu ne peut rien faire de ça. Donc, ça ne peut pas se faire sans vous. Il faut que vous participiez. Il faut que petit à petit, vous compreniez un petit peu quelles compétences il y a quand même à acquérir. Ça veut dire qu'on sort d'une fatalité. Ah, c'est comme si, c'est comme ça, les gens sont comme ça, moi je suis comme ça. Enfin, on sort de ça, il y a des choses qu'on peut acquérir, et puis l'autre, c'est la même chose. On peut développer en tout cas. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir discerner et décider. Quelle est ma vocation? Quel est mon désir? Quelle est ma motivation? On appelle ça le why. C'est quoi le why? C'est pourquoi je veux le couple. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, nous, on s'occupe principalement des gens qui ont entre 25 ans et 40 ans, allez, 45. Mais les gens qui ont plus de 50 ans, bah, c'est sûr que c'est moins facile parce que pourquoi? Pourquoi, pourquoi faire couple? On n'est plus dans ces questions de faire des enfants, etc. Donc, il va falloir trouver bah, autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Les gens qui me disent oui, je veux faire couple pour parler, vous pouvez juste vous nourrir, s'il s'agit de parler, vous pouvez vous nourrir de l'amitié. Donc vous voyez pourquoi faire couple, il faut quelque chose de beaucoup plus fort que parler. Pour supporter l'autre, pour tout. Donc c'est la vraie question. Pourquoi? Et bien sûr, dans un point de vue chrétien, c'est est-ce que j'ai discerné ma vocation? Est-ce que j'ai discerné mon appel? Ça, c'est vraiment le plus important. C'est la première chose à faire. Je reçois ma vocation d'en haut. Est-ce que j'ai pris un temps pour savoir quel est mon appel? On se rend compte qu'il y a même des célibataires qui reçoivent un appel très fort pour rester célibataire parce que dans ça, ils trouvent une forme d'épanouissement. Euh, ils trouvent une forme d'épanouissement et dans ça, souvent, c'est qu'ils se donnent. Donc, c'est ça la question, c'est est-ce que vous vous donnez? Est-ce que, voilà, dans ce célibat, vous trouvez du sens? Je préfère préciser ça parce que on n'encourage pas au couple, on encourage d'abord à ce que chacun discerne son appel. Et une fois qu'il a discerné, il va falloir décider. Ce n'est pas la même chose. Discerner, on pourrait dire que c'est une démarche spirituelle, mais décider, c'est une démarche humaine. Des fois, on peut discerner, mais on ne sait pas décider. Et des fois, on croit qu'il nous faut des années pour discerner parce qu'on ne sait pas décider. Juste un écueil qu'on voit aussi souvent. Attention aussi à cette tentation qu'on peut avoir face à la vocation, à la question de la vocation, qui est de dire en fait, ouais, mais en fait, j'ai pas discerné, je sais pas quelle est ma vocation. Souvent, c'est des stratégies d'évitement. C'est plus de la psychologie que du spirituel. Vous voyez, c'est encore une fois, hein, c'est souvent la frontière, elle est. C'est-à-dire que de toute façon, votre vocation, c'est avant tout votre désir. Après, c'est de remettre ça à Dieu et de vérifier si c'est en cohérence avec ce que vous êtes, avec votre nature, avec vos capacités. Bien évidemment, il faut confronter, il faut être réaliste. Mais à un moment donné, c'est pas comme quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous pousserait à faire quelque chose qui vous correspondrait pas. C'est-à-dire qu'avant tout, la vocation, c'est aussi votre désir. C'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez. Et ça, je vous le dis parce qu'on a des personnes qui, en fait, parce qu'elles n'arrivent pas à se décider dans leur vie, à faire des choix et à s'engager, elles vont se poser toujours cette question qui va revenir sur quel est mon discernement, j'ai pas discerné. Alors elles pensent avoir discerné, puis finalement elles commencent à s'engager dans une relation qui vient vachement les challenger parce qu'elles ont des peurs, parce qu'elles ont des blessures, parce qu'elles ont un manque de confiance en elles, par exemple. Et puis du coup, elles se disent, mais en fait, je sais pas si je suis fait pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez pris cette décision, on revient pas dessus. D'accord? Vraiment, je vous invite à ne revenez pas dessus. Vous allez rester dans une ambivalence, une espèce de non-choix, et vous n'allez pas pouvoir avancer. D'accord? Vous allez faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Donc ça, c'est ce que je voulais dire parce que c'est un écueil qu'on voit vraiment, qu'on retrouve assez souvent. Voilà, dans le monde chrétien, de dire oui, ma vocation, je sais pas, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, qu'est-ce qu'il veut, ben, qu'est-ce que déjà vous voulez. Voilà. Alors après, si vous voulez vraiment
avoir une certitude, ben, faites une retraite ignatienne. On peut en témoigner. Moi, j'ai fait les exercices Saint-Ignace pendant 1 an dans le temps ordinaire pour être certain, pour vérifier. Mais moi, je me demandais pas quel était mon désir, je le savais. Je me demandais juste si, voilà, j'étais capable de pouvoir mener ça parce que quand on a connu plusieurs échecs, on est en droit de se poser la question quand même. Voilà. Et Mirana a fait la même démarche aussi de son côté. Donc, on ne peut que vous inviter si vous avez des doutes, mais plus par rapport à votre nature, pas par rapport à votre désir. Vous dire, est-ce que je suis capable, pas capable, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Voilà, vous pouvez le faire. D'autre part, moi, juste, je voudrais dire que c'est un peu tout ce qu'on va vous dire là, mais nous, c'est quelque chose qu'on constate à chaque fois, c'est que mieux vous serez préparé à la rencontre. D'accord? Préparé, ça veut dire, vous êtes clair sur votre vocation, clair sur votre pourquoi, c'est-à-dire vos intentions, votre motivation. Pourquoi vous voulez vivre le couple? Vous attendez quoi derrière? Est-ce que ça donne un sens à votre vie? Vous avez envie de pouvoir aimer être aimé, de partager votre vie, d'être dans le don de vous-même? Voilà. C'est quoi que vous allez chercher que le célibat ne vous permet pas de vivre aujourd'hui? C'est-à-dire, vous pouvez développer des tas de choses dans votre vie professionnelle, vie familiale, vie sociale, mais que vous savez que c'est vraiment le couple qui répondra à certains besoins que vous ne pourrez pas nourrir autrement. Voilà. Plus vous serez clair avec vous, avec votre projet, que vous aurez peut-être aussi identifié votre talon d'Achille, vos peurs, vos blessures, vos blocages, pour être très au fait de, ben, vous allez devoir faire avec votre nature. Vous allez devoir faire avec vos parts d'ombre. Vous allez devoir faire avec votre histoire, avec votre croix. Voilà. Et ça, c'est important. Et mieux vous serez préparé, plus quand vous allez vraiment passer à l'action, rencontrer des personnes, euh, en fait, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Mieux la préparation elle est faite. Vous savez, c'est comme un sportif de haut niveau. Mieux il s'est préparé avant l'échéance, plus au moment de l'échéance, il est quand même, il sait ce qu'il veut, il connaît ses capacités, il connaît ses forces, il connaît peut-être ses faiblesses, il a travaillé dessus. Ben, j'ai envie de dire, la relation amoureuse, c'est vraiment pareil. Donc nous, on vous invite vraiment, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas prêts, de vraiment faire ce travail de préparation. C'est pas du temps de perdu, parce que mieux vous vous préparerez, plus vous aurez des chances que ça aille vite et rapidement, de trouver la bonne personne, de pouvoir vous engager rapidement sans vous poser des tonnes de questions. Voilà, donc la préparation, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup dans nos accompagnements, d'aider les gens à vraiment être vraiment alignés avec qui ils sont, d'identifier qu'est-ce qu'ils veulent précisément. Voilà, et ça les aide après parce que quand ils ont une direction, eh ben, c'est beaucoup plus facile après de suivre le chemin. Si vraiment vous avez discerné et que vous avez décidé, hein, parce que c'est autre chose, c'est-à-dire je décide de prendre ça en main. C'est pas bon bah j'ai discerné que c'était le mariage et puis écoute Jésus, tu envoies ça quand tu veux. Parce que ce qui se passe, comme les gens ils ne participent pas à la grâce, et ben en fait ils sont pas sur le bon terreau pour rencontrer une personne, ils sont pas préparés. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que dépassé la quarantaine, les femmes elles sont déçues, elles se disent mais Jésus s'en est pas occupé. Et les plus prêtes à sortir du déni, elles finissent par dire je ne m'en suis pas occupée. C'est facile de dire c'est Dieu. Donc c'est ça. À partir du moment où vous vous poussez de vous-même, c'est-à-dire que vous décidez, donc vous allez prendre en main votre vie amoureuse, eh bien l'autre n'a pas à vous pousser à vous engager. Hein, on ne change pas d'avis pour l'autre. On sait ce qu'on veut. On rencontre quelqu'un, on sait ce qu'on veut. Et pareil, on n'est pas là pour convaincre l'autre de s'engager. Il y a des gens qui me disent, oh, il n'est pas prêt. Et ouais, mais en fait, tu essayes de le convaincre, tu essayes de le coacher pour qu'il s'engage. Même quand les gens me payent, c'est difficile. Donc là, tu imagines que ça va être compliqué. Donc non, on ne peut pas forcer l'autre. On ne peut pas convaincre l'autre de s'engager. Il faut que ça vienne vraiment de lui. Il faut qu'il le discerne, il faut qu'il le décide. Pourquoi? Parce que on rentre en relation parce qu'on est sûr de ce qu'on veut et parce que la relation n'est possible et elle n'est saine que si chacun est libre. C'est vrai qu'on va vous donner plein de choses, plein de petites étapes, mais la première condition, c'est est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes libre de vous engager? Est-ce que vous êtes conscient de ce que veut dire le mariage? Hein, en plus, ça, c'est vraiment normalement ce que vérifie l'Église. Est-ce que vous êtes libre et conscient de vous engager dans le mariage? Si vous n'êtes pas libre, normalement, le mariage, il ne tient pas debout, il ne tient pas la route. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, ça. N'hésitez pas à dire sur le chat comment c'est pour vous de juste commencer par cette première étape qui est discerner et décider.
pour que ce soit un engagement qui parte de votre liberté, de votre, même j'ai envie de dire, de votre maturité, de ce que vous avez pris le temps de mûrir, de ce que vous avez pris le temps de préparer. On est quand même avec Théotokos, donc on va rester sur vraiment les moyens que vous pouvez mettre en œuvre à partir quand même d'un outil tel que Théotokos, sachant que ce que je vais vous dire là, c'est la même chose en présentiel. Il y en a, ils me disent, oh, je suis plus à l'aise en présentiel. Bon, ça reste à voir, mais quoi qu'il en soit, il faut la même chose en présentiel que sur le site de rencontre. Il faut quand même un petit peu les mêmes éléments. Il faut tout faire pour que le profil sur le site de rencontre soit réel et rayonnant. Hein, parce que c'est vrai que rayonnant de ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que quand même, pour être vu, on ne peut pas rester dans l'ombre. Il va falloir quand même s'exposer. Hein, non pas pour frimer, mais pour dire qui on est, pour exister. Donc, un profil réel et rayonnant, c'est quoi? Mais c'est pareil que dans une rencontre en présentiel, c'est poser de la clarté sur qui je suis, ce que je fais de mon temps, quel est mon quotidien. La personne, elle a besoin de savoir, mais je suis qui au quotidien? Les femmes qui marquent je suis douce, gentille et sportive, c'est trop vague, c'est trop vaste, c'est trop vague. Douce, c'est-à-dire, gentille, c'est-à-dire, on peut te marcher dessus. Ça veut dire quoi? Ça ne dit rien sur qui est la personne. Voilà. Ensuite, il va falloir mettre dans le profil ce que je veux et ce qui est fondamental pour moi, ce qui est structurel. Et je le rappelle, hein, ça c'est à mettre sur le profil, mais c'est la même chose dans la rencontre en présentiel, que les gens ne me disent pas, ah oui, mais moi je suis plus à l'aise. Oui, mais d'accord, mais vérifiez si ça vous êtes assez à l'aise. Parce que généralement, si on est à l'aise dans la rencontre en présentiel pour dire qui on est et ce qui est fondamental pour nous, franchement, j'ai envie de dire, sur Théotokos, ça coule de source aussi. Donc voilà, développer les deux compétences, mais surtout, dans le fond, être capable de dire, voilà, c'est ça que je veux, ça c'est très important pour moi, voilà comment je vis, voilà comment je fonctionne. Moi, je trouve ça génial le profil parce que voilà, c'est fait. Et une fois que c'est posé, quelque part, vous n'avez pas à le répéter à 100 personnes. Le site le fait pour vous. Et puis, c'est quoi mon histoire? Qu'est-ce qui fait que je suis là, Théotokos, et que j'en suis là? Ça, c'est vraiment important. Les gens, souvent, mettent ça de côté. Et plus vous le cachez, plus c'est un peu louche, j'ai envie de dire. Bon, je tape dedans, mais c'est ça, hein. C'est aussi une façon un petit peu de dire à l'autre son histoire. Je sais pas, moi, si c'est quelqu'un qui dit j'ai été passif, si vous rencontrez quelqu'un avec qui ça match, si vous retombez dans la passivité, elle pourra vous le dire. C'est déjà commencer à créer des relations honnêtes sur mes travers. Et l'autre, il pourra dire, bon, là, tu retombes un peu dans la passivité, tu crois pas que tu te... Ou quelqu'un qui dit, je suis très isolé, bon, là, tu crois pas que tu es en train de t'isoler. Enfin, c'est vraiment une façon déjà de donner à l'autre de quoi venir vers vous, de quoi vous rejoindre, de quoi comprendre votre histoire. Si c'est par contre, j'ai eu 1000 échecs amoureux, cette personne, elle va comprendre que des fois, vous êtes un peu sur la défensive et vous demandez qu'est-ce qui va se passer par la suite. Bon, ça permet à l'autre de vous cerner aussi. Donc, c'est s'exposer pour, à un moment donné, être un peu cerné. Et c'est sûr que si on n'a pas la capacité de se respecter, d'être intègre, quand il va y avoir des gens qui sont mal intentionnés, parce qu'il y a des gens, ils sont toxiques en relation, on ne va pas avoir la compétence, un, de les voir, et deux, de leur dire non. Là, j'ai fait un live lundi, il y a une personne qui me dit, mais moi, je ne suis pas capable de dire non. Commencez par ça. Ça ne sert à rien de chercher à être en couple si vous n'êtes pas capable de dire non, si vous n'êtes pas capable de poser des limites. Donc là, on parle de ce qui permet d'être en couple, mais avant d'être en couple, vraiment, il faut être capable de dire non. Donc, pour rayonner, vous comprenez bien qu'il ne faut vraiment pas parler de l'autre. On n'est vraiment pas sur ce terrain-là. Si vous commencez à dire, alors, dans mon profil, je cherche... excusez-moi, il y a un son qui me dérange, qui me perturbe. Si dans le profil, vous commencez à dire, moi, je cherche un homme sportif, rigolo, mais vous dites rien sur vous. Donc,
déjà, tous les manipulateurs qui ont envie un peu de vous embobiner et dire, oh, moi, je suis sportif, moi, je suis... Donc, ça sert à rien de donner le bâton pour se faire battre. Parlez de vous. Incarnez ce que vous êtes, dites je, et on verra quel jeu en face répond. Hein, soyez sujet, et vous verrez bien qui répond. Mais les gens qui font un profil pour juste dire à l'autre une petite annonce, entre guillemets, c'est pas un profil, c'est pas je me montre, c'est si tu es comme ça, clique droit, si tu es comme ça, continue de... Voilà, si tu es comme ça, tu m'intéresses. Vous n'avez rien dit, donc ça veut dire que la personne, elle dit, ah ben je suis ça, mais c'est pas qui vous êtes, enfin, ça peut pas marcher. Dans une relation, je vais pas vers l'autre parce que je corresponds à ce qu'elle veut. Je vais vers l'autre parce que aussi je vois qui elle est et que ça me correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-vous vraiment à la place de l'autre. Il vous connaît pas. Vous pouvez vous dire, ah bah moi je suis superbe. Mais là, sur l'annonce, il voit juste, ah bah je corresponds à son truc. Et encore, franchement, les mots, je suis sympa, ça reste subjectif. Ça veut dire quoi, sympa? Vous voyez, les mots veulent rien dire. Donc, il faut mieux décrire, être factuel. Moi, je suis ça. Donc, rien ne sert de parler de l'autre. Je m'expose, je dis qui je suis, j'existe. Et je sais trier l'essentiel du secondaire, pour moi comme pour l'autre. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Voilà, il y a des choses qui ne sont pas du tout essentielles. Et puis, du coup, ça demande la compétence, comme j'ai dit, de savoir dire non, de poser les bonnes questions et j'ai envie de dire de se prendre des râteaux. Parce que des fois, bah, on va engager une discussion et on sent que ça ne matche pas et que peut-être possiblement on est intéressé et pas l'autre, donc on se prend des râteaux. Ouais, bon, rapidement, parce que Mirana, elle s'est pas mal attardée sur ce point-là, mais c'est hyper important que vous puissiez vous révéler. On avait fait un live là-dessus sur la séduction, parce que finalement, il faut comprendre que si vous voulez séduire quelqu'un, si vous voulez pouvoir créer un lien émotionnel, qu'on peut appeler l'amour, hein, mais il va falloir que vous acceptiez de vous révéler à l'autre. Et, et ça, c'est hyper important. Et je vous invite à vous questionner, est-ce que vraiment, dans votre démarche, peut-être pour certains, ça fait des années que vous êtes dans cette démarche de rencontre, que ce soit déjà à travers le site, est-ce que vous mettez vraiment plusieurs photos de vous sur le site? Est-ce que si on lit un descriptif, vous vous révélez vraiment sur le descriptif? Ou est-ce que vous êtes, comme disait Mirana, trop généraliste? J'aime la lecture et les balades en forêt. Bon, peut-être, c'est bien, ça vous définit un petit peu si vous aimez la lecture et les balades en forêt, mais qu'est-ce que vous pourriez dire qui est un peu plus singulier, euh, qui dit vraiment de vous, voilà. Parce que bah, justement, déjà, le site de rencontre, on peut avoir l'impression, il y a des tas de profils, on ne sait pas vers quel profil je vais discuter. Et nous, ça, c'est vraiment un travail qu'on fait beaucoup avec les personnes qu'on accompagne. C'est vraiment de créer un profil déjà qui les révèle vraiment. Voilà. Donc déjà, je vous invite à vous questionner par rapport à ça. Et si vous voyez que vous avez des difficultés à faire ça, posez-vous la question pourquoi. C'est quoi? Vous avez peur de vous exposer, vous avez peur d'être critiqué, vous avez peur d'être rejeté, vous avez une mauvaise image de vous. Voilà. S'il y a des freins, c'est OK. On a tous des freins, on a tous des peurs, on peut avoir des blocages. Mais ce qui est important, c'est de les identifier pour pouvoir ensuite, ben, éventuellement, un petit peu travailler dessus. Et puis, certainement, ben, devoir dépasser certaines peurs. Voilà. C'est hyper important de pouvoir vous révéler. Euh, Si vous voyez que ça fait un moment que vous êtes sur le site ou que vous cumulez les premiers rendez-vous, mais que ça donne jamais suite, probablement, je dis bien probablement, c'est que vous vous révélez pas suffisamment. Voilà. Si à chaque fois les personnes ne donnent pas suite, alors peut-être qu'il y a des personnes, c'est parce que vous leur correspondez pas, et ça c'est OK. Mais c'est pareil. L'avantage, si vous vous révélez vraiment, même sur les premiers rendez-vous, ou sur des échanges téléphoniques, ou des visios, ou si vous allez boire un verre, euh, plus vous allez vous montrer vous-même dès le départ, plus la personne pourra se faire une idée si vous correspondez ou pas. Voilà. Et par contre, si vous vous révélez pas, le problème c'est quoi? C'est que ça se trouve la personne, elle va pas donner suite. Non pas que vous l'intéressiez pas, c'est que vous lui avez pas donné l'opportunité de vous révéler. Vous lui avez pas donné l'opportunité, si vous voulez, de euh, qu'elle puisse se faire une idée de qui vous êtes. Voilà. Et ça, c'est de votre responsabilité de vous ouvrir à l'autre. Et des fois, par effet miroir, euh, le fait d'être un peu dans la retenue, dans la réserve, dans les peurs, on est beaucoup dans l'analyse, on ne sait pas trop, des fois on a la pression. Ben, il suffit que l'autre en face se mette dans la même position que vous et en fait, vous allez passer votre temps à vous observer, vous analyser, vous allez rester en surface, vous risquez d'avoir des échanges de surface et ça ne permettra pas de créer du lien.
Voilà. Et ça, c'est vraiment un retour qu'on a très, très souvent avec les personnes avec lesquelles on discute ou qu'on accompagne. C'est vraiment de- de- d'arriver finalement à créer ce lien émotionnel, hein, qu'on peut appeler cette séduction. Voilà, pour créer vraiment un lien fort. Voilà, si vous n'adhérez pas, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout du live. Ce qu'on dit, voilà, on ne dit pas la vérité, on porte un témoignage, on porte des clés. Vous faites ce que vous voulez, c'est pas notre vie, hein. Voilà. Un live gratuit, dans tous les sens du terme. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Pour ceux qui vraiment sentent qu'il y a du bon sens, parce que nous, on cherche d'abord le bon sens, eh bien, voilà, je vous invite à peut-être réagir, à nous dire un petit peu comment vous prenez les choses. Je vois qu'il y a une question qui est, qu'est-ce qu'être libre de s'engager? C'est une très bonne question. Euh, Par exemple, y a des gens qui me disent, il n'a pas oublié son ex, donc il n'est pas libre de s'engager. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire, ah, bah, cette personne m'intéresse, mais si elle n'est pas libre, elle n'est pas libre. Elle est peut-être encore mariée, elle est peut-être... Donc voilà, il y a vraiment ça. Est-ce que mon cœur est libre? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis disposée? Ça peut être... Ça peut être aussi je ne peux pas m'engager parce que financièrement je ne suis pas autonome. vous sentez quand la personne elle a une attache qui fait qu'en fait elle est retenue, elle n'est pas disponible. Et nous, on décourage fortement d'attendre 3 ans que la personne oublie son ex. Oui, c'est aussi d'être en paix avec soi, vraiment, hein, d'être en paix avec soi, avec son passé, avec son histoire. Quand je dis passé, ça peut être son enfance, hein. Vous avez beau avoir 50, 60 ans, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, ça se rejoue. S'il y a bien un endroit où se rejoue notre histoire avec, dans notre famille, avec les blessures d'enfance, c'est bien dans la relation amoureuse, dans le lien d'attachement, dans ce lien de dépendance qu'on va créer avec l'autre. Et que, donc ça, c'est hyper important d'être en paix avec son passé. Alors, il y a plein de moyens d'essayer d'être en paix avec son passé, d'être dans la gratitude, de faire des retraites de guérison, de faire une psychothérapie. Voilà, d'accepter son passé, d'accepter ses blessures, d'être résilient par rapport à ça et de tirer des talents de ce qui peut apparaître comme étant des blessures, des croix et des boulets aux pieds. On peut toujours, toujours, et ça c'est le Seigneur qui nous aide, et c'est pour ça que on est dans une religion d'espérance, c'est que tout concourt au bien pour Dieu, et que même des choses qui peuvent paraître à un moment donné nos croix, peuvent à un moment donné servir. Servir les autres, servir l'humanité, servir le Seigneur. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire de ça? Voilà, de ne pas voir les choses forcément de façon négative. Vous ne pourrez jamais revenir sur votre passé, sur votre enfance, sur votre histoire. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de ça? Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez vécu, vous êtes responsable de ce que vous en faites aujourd'hui. C'est pas la faute de vos parents si vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez vécu. Ça, je suis totalement, voilà, vous étiez un enfant, vous n'avez rien demandé. Mais vous êtes responsable de ce que vous faites de votre histoire. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez régler ça. Donc, voilà. Et la capacité de pouvoir se donner et s'engager, c'est-à-dire de s'attacher à une personne, de s'engager, de prendre ses pleines responsabilités euh, et d'accepter en fait ce lien de dépendance à l'autre sans, voilà, sans résister à ça et d'accepter aussi très clairement hein, de lâcher tous les bénéfices du célibat. C'est-à-dire qu'il y a un deuil à faire. Il faut en être très, 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 très conscient. Et pour ceux qui ont vécu un célibat depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, celui qui me dit non, il n'y a pas de bénéfice, j'y vois que des inconvénients, c'est qu'à mon avis, il n'a pas bien analysé la situation. Il y a énormément de bénéfices dans le célibat. Il faut accepter, je le dis tout le temps aux personnes que je coach, que rentrer dans une relation amoureuse, c'est très inconfortable. Je le répète, c'est très inconfortable. Ça peut vous apporter des tas de choses géniales, vous allez faire waouh, c'est bien, mais je peux vous dire que émotionnellement, par rapport à votre célibat, ça va venir vous challenger. Que par rapport à vos blessures qui étaient peut-être mis un petit peu de côté, que vous arriviez à bien contrôler votre vie, là, la relation amoureuse, je peux vous dire que vos parts d'ombre, elles vont être mises en lumière. Et c'est OK. Je veux dire, c'est juste des choses à comprendre. Et quand je disais tout à l'heure que c'est important de bien se connaître, l'avantage, si vous connaissez bien, c'est que vous n'allez pas croire que c'est l'autre qui est responsable de ça. Ça, c'est hyper important parce qu'on projette énormément. On se dit, bah oui, mais non, le problème, c'est l'autre. Si là, je souffre, si j'ai mal, mais peut-être que non, peut-être que dans mon humanité, dans mon histoire, j'avais peut-être des blessures qui font que l'autre, et ben malheureusement, en venant m'aimer, en étant proche de moi, ben, ça vient toucher cette part de moi qui est en souffrance, en fait, parce que la plaie, elle n'est pas suffisamment cicatrisée. Voilà.
c'est un travail de se connaître. Euh, c'est pas facile. Il y a des gens, ils nous envoient un profil. Est-ce qu'ils se connaissent? Il y a que eux qui le verront et les gens qui sont autour, voilà, qui les connaissent. Donc, faut partir du principe que c'est un travail de se connaître et donc de faire un profil vraiment réaliste. Des fois, on se sous-estime, des fois, on se surestime, je ne sais pas. Et puis, pareil, en face. Est-ce que la personne se connaît vraiment? Donc, quand les gens disent, ah oui, mais en fait, cette personne, elle me dit qu'elle est prête, et en fait, un mois après, 2 mois après, c'est pas le cas, ou elle rajoute des conditions, etc., qu'elle n'avait pas données avant. Oui, c'est un peu le jeu de la vie. Malheureusement, les gens ne se connaissent pas. Sur Théotokos, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont préservés. Et quand on se préserve, eh ben ok, on se préserve, on a obéi à Dieu, mais si on se préserve longtemps, longtemps, on n'a pas d'expérience. Et c'est quand même l'expérience qui fait qu'on se cogne à ses limites, qu'on se connaît, voilà, on sait de quoi on est fait aussi dans les relations et dans le couple, parce que ben voilà, on a vu avec l'autre ce qui ressortait. Donc il y a aussi vraiment de ça. C'est un travail de se connaître, hein. Je crois que les saints l'ont assez dit. Donc voilà, il faut faire cet effort de se connaître, d'être réaliste pour être accessible à l'autre. Et aussi, l'autre, on espère qu'il a fait aussi ce travail. Je trouve qu'une relation, elle commence aussi à partir du moment où on voit la même chose l'un sur l'autre. Si David, je lui dis, oh, moi, je suis quelqu'un de très calme et que lui, il trouve que je suis speed, c'est infernal. C'est-à-dire que la relation, c'est quand même, est-ce qu'on arrive à se relier sur un réel? Donc c'est sûr que si, bon, je me dis que je suis ça et l'autre, il voit autre chose, ça va être compliqué de rentrer en relation. C'est pour ça que nous, on dit le réel. Normalement, le réel, il fait qu'on se rejoint. La relation, le réel, voilà, c'est quand même très lié. Et normalement, même nos relations sont là pour nous montrer jusqu'où on est proche du réel. Si dès que je parle avec quelqu'un, je me dis c'est l'homme de ma vie et qu'en fait il n'est pas intéressé, ça veut dire que je décolle un peu trop haut par rapport au sol. J'ai du mal à rester sur le réel. Voilà, donc justement, nos relations montrent notre capacité de rester en lien avec ce qui se joue vraiment et non pas de partir dans sa tête. C'est très très fort les relations pour ça. Moi, j'en vois aussi souvent les écueils qui sont des fuites. C'est-à-dire, en fait, la spiritualité qui vient par projection de toutes les peurs que vous avez. Et attention à ça, parce que si vous surinvestissez la relation que dans la dimension soi-disant spirituelle, mais qui est en fait un fonctionnement de fuite et d'évitement pour pas aller justement dans la dimension psychologique, humaine, émotionnelle, vous voyez, c'est qu'on voudrait être sur le plan un peu haut perché, mais la dimension incarnée, on la rejoint pas. Et pourtant, c'est là que vous allez vraiment faire relation, créer du lien. Et attention à pas surinvestir, soi-disant, le spirituel. Alors, il faut qu'on soit spirituel. On va pas vous dire le contraire. Que vous vouliez fonder un couple chrétien, mettre le Seigneur au centre, prier ensemble, c'est OK. Mais toute la dimension humaine, psychologique, émotionnelle de l'âme, de toute façon, ça va être votre part à vous. D'accord? Il y a la part de Dieu, mais ça, c'est votre part, comme disait Mirana au début. Et donc, attention de pas surinvestir une spiritualité qui, en fait, n'en est pas. Confrontez-vous. Vaut mieux que vous disiez, en fait, j'ai très, très peur. Je voudrais surinvestir la dimension de Dieu parce que ça me rassure de me dire, mais si c'est Dieu, si Dieu me confirme, Dieu, peut-être qu'il ne confirmera pas et vous aurez des décisions à prendre et ça sera à vous de les prendre. Ce sera votre responsabilité. Vous aurez peut-être peur de vous tromper. Vous aurez peut-être des doutes, des hésitations. Peut-être que des fois, vous ferez des choix que vous regretterez parce que vous serez dit, je suis allé trop vite ou j'ai brûlé des étapes. C'est pas grave. Tout est apprentissage de toute façon. Tout est expérience et apprentissage. Voilà. Donc, posez-vous la question, voilà, est-ce que votre spiritualité, elle est vraiment au service de votre démarche amoureuse? Mais est-ce que vous faites bien votre part? Ok, Dieu, il fera la sienne. De toute façon, vous ne saurez pas ce qu'il fait vraiment dans la démarche. On pourrait dire qu'il fait tout, mais ça va être à vous de tout faire également. Donc, voilà. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes avec lesquelles on discute et on voit, même nous, à notre niveau, on ne peut pas les aider si c'est trop perché. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais on ne peut pas aider une personne qui ne s'occupe pas de la dimension humaine, qui ne prend pas sa part de responsabilité. Je veux dire, si à un moment donné, on se déresponsabilise en mettant tout à l'extérieur, à Dieu, les autres, le monde, la société,
en fait, on se déresponsabilise, mais on ne peut plus agir à partir de soi. J'aime beaucoup dans le livre du père Castegnos, et je crois aussi que Pascal Hide dit ça. Euh, le problème un petit peu chez les chrétiens, là j'ai fait un post sur Facebook en disant voilà, quand on est chrétien, il y a quand même des écueils à éviter. C'est comme ça, hein, c'est un bel, enfin, comment dire, la grâce c'est magnifique, hein, la foi c'est magnifique, mais on peut par moment y mettre de sa psychologie sans s'en rendre compte. Et en gros, il y a beaucoup de chrétiens qui passent trop vite, comment on va dire, qui se disent trop vite, c'est un signe. Et il donne plein d'exemples. Et là, récemment, il y a eu quelqu'un qui m'a dit, non, mais en fait, j'avais fait une neuvaine et cet homme est arrivé pile poil après la neuvaine. On s'entendait super bien. Donc pour moi, c'était la réponse à ma neuvaine. Et c'est là que le prêtre dit, mais tu vas peut-être un peu trop vite et peut-être que ça dit pas exactement ce que tu penses. Peut-être que oui, il y a cet homme et que ça te montre, tu vois, euh, il n'est pas vraiment prêt et peut-être que toi, t'en es où? Il y a peut-être d'autres choses à voir. Peut-être qu'il faut que tu développes la capacité de résister à une tentation pour pouvoir rencontrer quelqu'un derrière. Vous voyez, donc nous, on est là, ça y est, je fais ma neuvaine, ça y est, ça arrive, alors qu'il se peut que, bah, oui, possiblement Dieu laisse cet homme pour que tu vois que bah, il n'est pas disponible et que ça marche pas, et donc il faut que tu casses quelque chose en toi pour dépasser cette forme un petit peu sensible qui t'empêche en fait d'aller au-delà et de te dire bah, s'il n'est pas disponible, si il est encore attaché à son ex-femme, allez, je résiste à cette tentation. Donc, vous voyez, des fois, les signes, c'est un peu, comme il dit, ce qui nous arrange. Donc là, c'est un peu l'écueil côté chrétien, etc. C'est de mettre Dieu, Dieu, Dieu partout. Voilà, je sais que les accompagnateurs spirituels, ils vont mollo, hein. C'est plutôt les novices qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les accompagnateurs spirituels. Quand on a demandé à Padre Pio, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Est-ce que Dieu est d'accord pour ça? Il a dit, moi, je suis d'accord. Vous voyez, il n'a pas dit Dieu a dit oui. Voilà. Il a exercé enfin, sa part de discernement humain. Voilà, donc ça, c'est important à dire. Ensuite, sans transition, on passe au point 3. Clarifier son projet de couple. Alors là, franchement, je suis désolée, on a tout un atelier de 4 heures sur ça, on ne peut pas vous le résumer. Voilà. Sur mon site internet, vous voyez, on a tous nos ateliers. Pour nous, les 5 ateliers qu'il y a sur notre site internet, sur mon site internet, c'est la base de la base de la base de la base. Pas tout le monde prendra peut-être l'accompagnement sur 6 mois qu'on propose, mais là, par contre, c'est vraiment la base. Donc, il y a 4 heures pour définir son projet de couple, le clarifier et savoir vraiment quel est mon réel désir et savoir identifier quel est le réel désir de l'autre. Par moment, la personne, elle le sait, par moment, elle ne le sait pas. C'est pas pour ça qu'elle ne vous correspond pas. C'est que... Donc, ça vous donne les clés pour vous et aussi les clés pour voir clair sur aussi le projet de l'autre. Parce que on part vite dans nos fantasmes. On peut se dire c'est l'homme de ma vie et puis il y en a un, il veut vivre en Ouganda et l'autre au Canada. Qui va se sacrifier? Vous voyez? Qui va renoncer à son désir. On ne peut pas demander ça à l'autre, vous voyez? Parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous le demande, ce qui est vraiment important pour nous. Donc, voilà, ça c'est un point. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. On fait un atelier de 4 heures avec point par point par point. Là, on ne peut pas vous résumer ça, ce serait barbare. Oui, et puis on en parle souvent, on a fait déjà plusieurs lives là-dessus, mais ça c'est important. Le premier point, c'était le pourquoi, c'est vos motivations profondes. Là, c'est plutôt le comment, c'est-à-dire, voilà, comment j'aspire à vivre les choses. Et en fait, ça peut sembler évident, on peut se dire, ben oui, je sais à peu près ce que je veux. Euh, mais en fait, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez précisément, probablement qu'au moment dans la rencontre, dans la démarche amoureuse, dans la co-construction du couple et dans la démarche de discernement, est-ce que c'est la bonne, est-ce que je m'engage ou pas? Pareil, si ces questions au préalable, vous n'avez pas mis de la clarté dessus, soit vous pouvez vous retrouver dans des impasses, soit de ne pas arriver à prendre des décisions. Soit même de faire des choix, mais qui seraient plus que des compromis, ça serait des compromissions. Des compromis dans le couple, il faut en faire. C'est celui qui n'est pas prêt à faire des compromis, il ne peut pas être en couple. Mais des compromissions, ça veut dire que
vous acceptez quelque chose qui n'est pas juste pour vous, soit en termes de valeur, soit en termes de besoins, soit en termes de fonctionnement. Et donc ça, les compromis, il faut absolument pas les accepter. Et donc, il y a des critères comme ça. Ça peut être sur le lieu d'habitation, ça peut être justement, ben, est-ce que je prends une personne qui partage ma foi ou pas? Voilà. C'est important, au moins dans les grandes lignes, d'être très clair sur vos critères fondamentaux, vos critères rédhibitoires. Si vous êtes clair avec ça, que vous vérifiez que la personne que vous rencontrez, vous avez quand même euh, les mêmes bases, le même projet de couple, les mêmes objectifs, vous aspirez à vivre les mêmes choses ensemble, voilà, c'est OK. Après, bien évidemment, il y a des choses qui vont se dessiner ensemble au fur et à mesure du temps, mais c'est très, très important. Vous savez, ça renvoie à la question du discernement. Nous, on voit, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager. Alors, bien sûr que souvent, il peut y avoir des peurs, des blessures, un manque d'estime, de confiance en soi derrière. OK. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire à un moment donné, discerner, c'est choisir par rapport à différents critères. Mais finalement, je discerne par rapport à quels critères? Il y a le critère de la personne, ce qu'elle incarne en termes de valeur, euh, ce qu'elle est, sa personnalité, ses qualités. Mais il y a également le projet. Donc, c'est ça, le projet du couple. Parce que vous pouvez avoir une personne que vous rencontrez, que vous trouvez absolument exceptionnelle, qui coche absolument toutes les cases, qui va même au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Mais s'il y a une incompatibilité de projet, ça doit être la meilleure personne de la Terre. Euh, En tout cas, je ne vous invite pas forcément à vous engager avec cette personne, parce que là, ça serait probablement de la compromission. Mais probablement qu'à un moment donné, vous allez lui reprocher, vous n'allez pas être bien dans la relation parce que ça n'aura pas été juste pour vous. Donc, vous voyez, la question du discernement, le projet, clairement, vous aidera à discerner déjà si la personne, elle vous correspond ou pas. Et c'est très important. Et pareil, discernez bien un projet par rapport à ce que vous connaissez de vous. Si ça fait des années que vous vivez dans le célibat, que vous avez des tas et des tas d'habitudes, de fonctionnement, ou que vous aimez avoir beaucoup de temps pour vous et des choses comme ça, posez-vous la question, est-ce que vous aspirez vraiment à vivre avec la personne ou pas? Parce que c'est une chose de le fantasmer et de se dire, oh, mais j'aimerais trop sur le papier, c'est joli. Mais est-ce que concrètement, vous pensez que vous en êtes capable? Est-ce que vous êtes OK de partager votre habitation, le quotidien avec quelqu'un? Euh, pour peu que cette personne n'a pas les mêmes habitudes que vous, ou même qu'elle, elle ait créé ses propres habitudes qui sont différentes des vôtres, euh, dans la vie de tous les jours, ça peut générer beaucoup de tensions et de conflits. Donc voilà, ça c'est pareil par rapport à ce que vous connaissez de vous. C'est important que votre projet, si vous voulez, il corresponde à qui vous êtes. Bon, bah bien sûr, on en parlait déjà un petit peu, mais là, on prend juste le temps. L'idée, c'est de repérer aussi les obstacles à la rencontre. Donc là, je vous ai fait une liste, mais elle est non exhaustive, hein. Vous pouvez vous en douter. Il peut y avoir d'autres choses. Donc, pour certains, ça peut être j'ai du mal à me décider, j'ai du mal à me prendre en main, à me motiver, hein. Il y a des gens qui me disent bon, je vais sur Théotokos une fois tous les 3 mois. Donc, en fait, ils mettent un profil, ils ont des messages, ils réagissent pas trop. Bon, bah, peut-être qu'il y a un manque de motivation, une difficulté finalement à passer à l'action. Le manque de clarté sur son projet, comme on vous l'a dit, un profil qui ne correspond pas à ce que vous êtes, qui ne vous représente pas. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile. Je dirais que pour savoir si un profil est vraiment bien, mais c'est entre guillemets, ça, voilà, c'est un repère, mais ça ne veut pas dire tout le temps que c'est ça. C'est est-ce que les réponses que vous avez sont intéressantes? Si les réponses que vous avez sont intéressantes, eh bien, ça veut dire que ce profil est assez représentatif de ce que vous êtes, etc. Si les réponses vous donnent envie de dormir, c'est peut-être que vous n'avez pas mis un peu le fond de ce que vous êtes et donc les gens rebondissent pas sur, je sais pas moi, sur voilà, les thèmes qui vous passionnent, etc. Donc voilà. Nous, je sais que très vite, on a abordé des sujets qui nous passionnent parce que, ben, en fait, sur nos profils, on les remarquait. Voilà. Ouais, et pareil, alors selon moi, j'ai pas une forte expérience des sites de rencontres. On a eu une expérience avec Mirana sur Theotokos, mais c'est allé très vite. Voilà, on n'a pas passé beaucoup de temps dessus. Euh, Selon moi, ce qui est le plus difficile, c'est de briser la glace. Voilà. C'est-à-dire, bon,
faire son profil, accoucher de son profil, je pense que ça peut être challengeant pour certaines personnes. Si on a une mauvaise image de soi, une mauvaise estime, peur d'être critiqué, voilà. Ça peut être challengeant, mais ça reste juste, j'écris mon profil et je mets des photos. Et je coche bien toutes les réponses aux questions. Après, pour moi, la difficulté, ça va être d'arriver à briser la glace. C'est-à-dire à travers déjà le premier message, d'essayer de faire en sorte que l'autre nous réponde. Et je sais que j'ai souvent des témoignages de, ben voilà, j'ai envoyé plein de messages, on m'a même pas répondu. Des fois, on peut être un peu désespéré de ce type d'attitude-là. Euh, mais ensuite, qui va, selon moi, là où il y a vraiment un défi, où c'est important, c'est d'arriver à vite briser la glace. Si vous restez toujours dans des questions de surface, comme tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton boulot, ok, vous voyez, vous restez sur des questions. Alors, ok, au début, on brise la glace, on va pas poser des questions forcément très profondes, mais déjà, essayez de rebondir sur ce qui est dit sur le profil. Dites ce que vous aimez par rapport au profil. Voilà, ton profil m'intéressait pour telle et telle chose, pour montrer vraiment en quoi vous êtes intéressé à ce profil-là de façon spécifique, et rebondissez par rapport à vous. Parce que si vous avez aimé tel et tel élément que la personne a noté, dites pourquoi vous avez aimé et peut-être parlez de vous. Donc, soyez déjà un peu dans l'ouverture. Ça va créer du lien avec la personne si vous êtes dans l'ouverture et le partage. Euh, Ensuite, finissez toujours les premiers échanges par des questions. Une question, ça suscite des réactions. Donc, finissez toujours par une ou deux questions et essayez rapidement de commencer à rentrer un petit peu dans la profondeur. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire quel type de question, mais à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez demander à l'autre pour commencer à créer du lien. Parce que si vous restez en structure de surface, probablement qu'au bout de 3-4 échanges, ça se trouve, ça va, voilà, vous allez plus vous répondre, vous n'aurez pas créé de lien. Alors qu'une personne avec qui on arrive à briser la glace, à rentrer dans un échange un peu profond, on sent tout de suite que ça match. Alors il y a une chose aussi que je trouve qui marche quand même vachement bien, c'est l'humour. Vous pouvez rigoler de vous, vous pouvez un peu rigoler de l'autre pour aborder quelque chose de sérieux, mais sans vous prendre trop au sérieux et sans mettre trop de gravité dans votre démarche, voyez? Parce que sinon, ça fait un peu la personne. Vous voyez, si vous avez besoin de valider quelques éléments avec elle, il y a des manières de le dire et de l'aborder. Voyez, si vous mettez trop de sérieux, ça, elle va sentir que c'est crispé en face. Surtout qu'on peut facilement interpréter des écrits parce qu'il n'y a pas le ton de la voix, il n'y a pas le son. Et donc, ça, c'est aussi important. L'humour, je trouve que c'est quelque chose qui marche bien. Ça permet, voilà, d'aller chercher des informations pour voir si ça peut correspondre, mais sans justement mettre trop de sérieux ou de gravité. Voilà. La peur de quitter le confort du célibat, la dépendance affective, l'anorexie affective, qui sont vraiment la même chose, hein. Il y a des gens, ils ont été 15 ans dépendants affectifs et après ils basculent en anorexie affective, comme les boulimiques, à un moment donné, parviennent à ne plus se nourrir, hein. Voilà, c'est la même chose. Quoi Ouais. qu'il en soit, on a du mal à manger sainement. Voilà, hein, la nourriture affective. Juste pour les gens qui connaissent, enfin, qui comprennent pas le terme, on va dire, ça va être très caricatural ce que je dis, mais c'est pour aller vite. La dépendance affective, c'est celui qui a besoin de l'autre pour exister, prendre des décisions. Il a besoin de l'autre pour s'appuyer, pour se sentir exister, pour avoir de l'amour, de la reconnaissance. Voilà. Pardon. Donc, sa stratégie, c'est finalement d'être toujours un peu en relation. L'anorexique affectif, pardon, c'est plutôt celui qui, justement, est dans la fuite et l'isolement. Mais en fait, si vous voulez, la stratégie est différente, mais ce qui est à la source, c'est la même chose. Et donc, il y a des personnes qui sont pas du tout conscientes qu'elles sont dépendantes affectives parce qu'elles ont la stratégie de l'anorexie. Donc, en fait, ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'elles sont seules. Elles se disent, non, non, mais moi, j'ai besoin de personne pour exister. En fait, c'est quand on est dans une relation, quand on est attaché à une personne, c'est là qu'on voit, en fait, si on est dépendant ou pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant? C'est quand je dis dépendant au sens la mauvaise dépendance, parce qu'il y a la saine dépendance, c'est normal d'être dépendant dans un couple, très clairement. Faire couple, c'est être dépendant de l'autre en partie. C'est le fait, en fait, de s'aliéner à l'autre et de perdre, en fait, toute sa capacité d'être soi-même. Voilà, c'est ça, en fait, qui va se jouer. C'est souvent lié à des blessures. Si on a peur d'être abandonné, si on a peur d'être rejeté, en fait, on va pas assumer pleinement qui nous sommes parce qu'on a tellement des peurs de revivre ces blessures que généralement on a vécues dans le passé ou dans notre enfance qu'on va s'empêcher d'être pleinement nous-mêmes. On va s'empêcher de dire non, on va s'empêcher de formuler des demandes, on va s'empêcher de vivre le conflit, le désaccord, on va s'empêcher de décevoir l'autre. Voilà. Donc, on a souvent des personnes qui sont célibataires de longue date et qui pensent que non, elles ont aucun problème avec la dépendance affective.
Et en fait, nous, on voit assez rapidement, dès qu'elles se mettent en relation, que si, en fait, elles sont totalement concernées par ces enjeux-là. Et c'est OK, hein. De toute façon, nous, comme on le dit, la dépendance affective, ça se dépasse dans la relation amoureuse. Donc, de toute façon, si vous voulez la dépasser, vous pouvez faire de la thérapie, ce que vous voulez, et ça vous aidera à travailler sur vos blessures et à comprendre comment ça s'est construit. Mais à un moment donné, ça se dépasse à travers la relation dans le lien. Mm. On n'apprend pas à aimer parce que la dépendance affective, c'est vouloir un shoot à travers l'autre. Et l'anorexie affective, c'est ne plus être en capacité de se nourrir d'une relation intime. Et bien, on apprend à se nourrir d'une relation intime sans se shooter à l'autre, entre guillemets, et à vraiment se donner plutôt que prendre en relationnant. Hein. C'est comme faire du vélo. On ne va pas apprendre en réfléchissant tout seul. Non, il faut monter sur le vélo. Ben là, il faut aller en relation. Ensuite, il y a le désespoir et la perte de son étincelle, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, est-ce que je rayonne? Est-ce que je fais les choses qui vraiment me correspondent? Il y a des gens, ils ne rencontrent pas la personne qui leur correspond parce qu'ils ne sont pas sur leur terreau fécond, je ne sais pas comment dire. Je sais pas comment dire, il y en a, ils disent, bah ouais, alors cet été, je fais ça, mais j'aimerais faire ça. Bah, c'est sûr, là, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un parce qu'en fait, t'es pas là où tu devrais être. Tu fais pas vraiment ce qui te correspond. Tu rayonnes pas. Euh, non, cet été, il faut il te ressemble. Vous voyez? Pour que tu rencontres des personnes sur la même longueur d'onde que toi. Mais si, en fait, tu te forces à aller là parce que quelqu'un t'a inscrit, enfin, ça va pas. Enfin, voilà. Donc, est-ce que je suis sur le terreau qui me correspond? Est-ce que je sais pas moi, je tripe dans mon quotidien? Est-ce que je fais vraiment des choses qui me nourrissent? Donc ensuite, il y a les blessures. Alors là, on a fait déjà des lives sur les blessures, Ouais, donc on va on pas y pourrait en revenir. parler des heures, mais Aussi, voilà, c'est pas le but. C'est pas le des but. ateliers, des lives, je viens de faire un parcours de guérison. J'ai fait 5 blessures, plus d'autres blessures. Enfin bref. Donc voilà, je peux pas résumer ça en 1 minute. La peur de l'engagement. Alors ça, franchement, c'est la plus coriace, j'ai envie de dire finalement. Il y a beaucoup de... les gens ne s'en rendent pas compte, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de fuites. Ça peut être pour 1000 raisons. Ça peut être que je suis célibataire depuis 38 ans. Bah, excusez-moi, mais et ça fout la trouille. Je connais pas. Et si je me suis préservée, bah, je connais même pas la sexualité. Et si j'ai jamais vécu en couple, je sais même pas ce que ça fait de se réveiller tous les matins avec la même tête au réveil. Enfin, je veux dire, ce sont des évidences concrètes, palpables. Il faut commencer par là. Je sais même pas à quoi je m'engage. Ouais. Alors, à 20 ans, on est dans l'esprit de découverte. À 40 ans, excusez-moi, on a trop d'habitudes. Hein, dans les monastères, passer la trentaine, ils prennent moins facilement parce que déjà, les gens ils commencent à avoir trop d'habitudes. À 20 ans, je ne connais pas l'engagement, je suis complètement flexible. 40, c'est plus compliqué, 50, encore plus. Voilà, donc la peur de l'engagement, elle peut être aussi liée à je ne sais même pas à quoi je m'engage, je ne sais pas à quoi je m'engage dans la sexualité, je ne sais pas à quoi je m'engage dans une vie de famille, ça fait 40 ans que je suis seule, je ne Ouais. peux pas me le représenter, c'est abstrait, c'est pas palpable. Vous savez, moi je le dis souvent dans mes accompagnements pour un peu décomplexer les personnes qui se mettent beaucoup de pression parce que c'est vrai que chez les chrétiens, il y a beaucoup de pression parce que comme la vision du mariage s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que c'est pas je me marie puis quand ça ira pas, il y a l'indissolubilité du mariage. Et donc on se met une pression de dingue à se dire il faut vraiment pas que je me trompe sur le partenaire parce que je peux plus faire machine arrière, machin. Mais il faut comprendre une chose, c'est que en fait, c'est un pari fou le mariage. D'accord? C'est un pari. Et à un moment donné, on est obligé de faire le grand saut. C'est-à-dire que si vous attendez d'avoir des certitudes absolues pour rassurer vos peurs et vos doutes, bah, vous vous marierez jamais. Je vous le dis, vous engagerez jamais. Vraiment. Donc, après, que vous puissiez avoir des témoignages de personnes qui vous disent, oui, c'était une évidence pour nous. OK, très bien. Mais est-ce qu'on est à l'abri? Moi, je me suis engagé avec Mirana. OK, elle s'est engagée vis-à-vis de moi. Devant Dieu, devant la communauté, très bien. J'ai confiance en elle, en ses valeurs. Mais je ne sais pas comment elle va évoluer dans 10 ans, dans 15 ans. On n'en sait rien, c'est-à-dire qu'on fait un pari. Et pareil, quand on décide de devenir parent, mais on ne sait pas si on va être capable d'être de bons parents, pas bons parents. Des fois, on se trouve très pauvre parce que on a eu des carences affectives, parce que on sent qu'on a une nature fragile, parce qu'on a besoin de calme, parce que c'est un pari. Voilà. Et donc, c'est important face aux peurs, c'est-à-dire que il peut y avoir plusieurs attitudes face à la peur. Soit la fuite, c'est-à-dire que là, cette situation, elle me challenge tellement que je vais y mettre un terme,
je vais retrouver du confort, de la paix émotionnelle, mais en même temps, ben, j'avance pas et je construis pas ce que je veux. Soit le contrôle, c'est-à-dire que je vais chercher à tout contrôler, moi, l'autre, la relation et tout ça. Mais à un moment donné, vous pouvez pas contrôler les choses. Vous pouvez mettre de la conscience sur beaucoup de choses. Et ça, je peux vous dire que nous, dans l'accompagnement, on donne toutes les clés, les outils pour mettre vraiment beaucoup, beaucoup de conscience dans la démarche amoureuse. D'accord? Pour bien discerner avec vraiment des éléments tangibles, objectifs. Mais à un moment donné, faire le choix de l'engagement, c'est votre liberté, votre libre arbitre et votre responsabilité. C'est ça que vous engagez. Et personne ne le fera à votre place. Et donc, à un moment donné, moi, je le dis, ce qui va vous libérer, c'est justement de vous engager. Ça semble paradoxal, mais c'est vraiment la réalité. Ce qui vous rendra libre, c'est de vous engager, c'est de vous donner à l'autre. Parce qu'après, vous reprenez plus. Vous posez plus après toutes ces questions-là. Donc ça, c'est hyper important. Après, bien évidemment, derrière la peur de l'engagement, on retrouve très, très souvent des blocages psychologiques, notamment des styles d'attachement anxieux, donc fuyant, contrôlant, désorganisé. Ça, effectivement, on le retrouve très souvent. C'est important aussi d'en prendre conscience parce que faut comprendre comment on fonctionne, pourquoi j'ai autant de mal à prendre des décisions, à savoir ce que je veux. Voilà, pour apprendre à se connaître, comprendre ses fonctionnements et pouvoir agir à partir de là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez, vous, identifié quels sont votre talon d'Achille, vos parts de fragilité, encore une fois, c'est OK. Le but, c'est pas de se culpabiliser de ça. Ça sert à rien, la culpabilité, ça vient pas de Dieu. C'est qu'est-ce que je fais malgré mes limites. Voilà. J'ai des limites, j'ai des pauvretés, j'ai des fragilités. Mais comment je fais par rapport à ça? Donc ensuite, il y a les schémas répétitifs. Bon, ça, voilà, ça veut dire je tombe toujours sur les mêmes situations, etc. Alors, moi, je le résume comme ça. Il y en a, ils disent, oh, c'est Dieu qui m'envoie. Non, c'est que tu regardes toujours à un même endroit parce qu'en fait, quelque part, c'est un peu ton œil, ton cerveau. Et tu regardes là parce qu'en fait, c'est la situation qu'il faudrait que tu dépasses. Pardon, excusez-moi. Que tu dépasses, que tu maîtrises, que tu clarifies. Donc, les schémas répétitifs, c'est votre cerveau qui vous dit bah, j'obsède sur ce genre de situation parce que j'aimerais la régler en fait. Voilà. C'est comme Einstein quand il voulait résoudre une équation, un problème mathématique complexe, bah, il obsédait dessus parce que bah, son cerveau voulait le résoudre. Bah, nous, c'est la même chose. Les choses se répètent parce que bah, tout en nous voudrait dépasser cette difficulté, soit être en paix avec ça, soit pouvoir la gérer autrement, etc., etc. Manque de motivation, je l'ai déjà mis. Et puis, bon, bah voilà, il y a des discours contradictoires. Alors là, franchement, voilà. En séance, on a de tout. Hein. Des gens qui disent je suis prêt, je suis pas prêt dans la même phrase. Donc, ça, j'ai envie de dire, comme disent les psychanalystes, le début du travail psychologique commence quand on se rend compte qu'on dit une chose et son contraire. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas commencé à voir qu'on n'est Ouais. pas unifié. Ben, Donc, quand on n'a pas commencé, on se contredit, on ne le voit pas. Quand on commence à voir qu'on a dit dans la même phrase une chose et son contraire, c'est normalement, là, on peut commencer le travail. On se dit, waouh, je ne suis pas unifié. Bon, voilà. Oui, après, bon, il y a des gens qui sont ambivalents et c'est OK. Bon, c'est sûr que ça va pas être facile pour eux de se positionner. Moi, comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, euh, ce qui dit la vérité d'une personne, c'est ses comportements. C'est pas ce qu'elle dit. Parce que elle peut être convaincue de ce qu'elle dit. Elle peut être dans le déni d'elle-même. Elle peut être dans un déni de réalité, un manque de connaissance d'elle-même. Mais ce qui dit la vérité d'une personne, c'est son comportement. Donc, il faut toujours observer le comportement de la personne. Encore une fois, hein, vous pouvez avoir une personne en face de vous qui vous dit quelque chose et son comportement n'est pas congruent avec ce qu'elle vous dit. C'est pas qu'elle est forcément manipulatrice, menteuse ou quoi que ce soit. C'est que elle pense, elle croit à ce qu'elle vous dit. Mais dites-vous vraiment une chose, c'est que quand vous apprenez à connaître une personne, ok, fiez-vous un peu à ce que vous dit la personne. Partez du principe quand même qu'elle est sincère dans ce qu'elle vous dit. Très bien, si elle vous dit, mais moi c'est ça que je veux, ça que je désire, voilà mon projet. Mais surtout, observez comment elle fonctionne. La vérité d'une personne est pareil pour vous. Et je vous invite à vous observer. Euh, je pourrais vous poser la question comme ça, je la pose tout le temps quand je fais mes entretiens avant d'accompagner les personnes. De 1 à 10, à combien c'est important pour toi d'être en couple dans 6 mois ou un an? Bon, les personnes me donnent un chiffre. Déjà, s'ils me donnent moins de 9 ou 10, alors qu'elles viennent me voir pour peut-être un accompagnement, je leur demande pourquoi tu es à ce chiffre-là, pourquoi tu es à 6, pourquoi tu es à 7. Bon, si la personne, elle me dit je suis à 8, 9 ou 10, ça veut dire que c'est quand même hyper important dans ma vie. Ok, euh, très bien.
tu as fait quoi là les 6 derniers mois? Quelles actions tu as mis en place dans ta vie pour réaliser cet objectif? Et vous voyez, si elle me dit je suis à 10, j'ai un désir immense, mais qu'il n'y a aucune action depuis 6 mois, le comportement ne reflète pas le désir. Donc c'est un désir fantasmé, idéalisé, mais il n'y a pas eu les actions qui ont été mises en place. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes à 10 dans quelque chose, ça veut dire que c'est du niveau d'importance absolue dans votre vie en ce moment, ben, probablement que il faut mettre toutes les actions. Quand je dis toutes les actions, vous n'êtes pas obligé de passer toutes vos soirées sur Théotokos, vous voyez. Mais c'est une chose de passer toutes vos soirées sur Théotokos ou d'y aller, je ne sais pas moi, 2 fois par semaine, d'aller voir un petit peu, d'écrire, de relancer des personnes, d'essayer d'obtenir 1, 2, 3 rendez-vous dans le mois. Voilà. Pareil cet été. Et je vous pose la question, juste vous faites un examen de conscience. À combien c'est important pour vous aujourd'hui d'être en couple? D'accord? On en revient à la question du why, hein. Première question. Voilà. Est-ce que c'est 8? Est-ce que c'est 9? Est-ce que c'est 10? Qu'est-ce que vous faites pour vos vacances cet été? Est-ce que vous allez encore avec les mêmes amis que vous connaissez, voilà? Ou est-ce que vous essayez de créer des opportunités de rencontre? Voyez? Très concrètement, comment vous utilisez votre temps de libre? Est-ce que ça s'inscrit dans oui, je reste dans mon petit confort de célibataire et ça me fait du bien? Ou est-ce que vraiment, vous faites peut-être des choses, et pour être passé par là, et Mirana aussi, on le sait, parfois c'est challengeant. Aller faire un week-end célibataire, peut-être que vous n'avez pas envie, au même titre que parfois s'inscrire sur un site de rencontre, c'est pas votre truc. C'était pas notre truc non plus, hein. Très clairement, c'était pas mon truc d'aller sur un site de rencontre. Je rends grâce au site de rencontre, je rends grâce à Olivier, à sa sœur d'avoir fondé ce site, sans quoi j'aurais jamais rencontré ma femme. Donc, vous voyez, c'est aussi accepter de faire vraiment des efforts, de faire des choses qui sont peut-être pas forcément agréables. Peut-être que vous préférez partir 2 semaines en vacances dans une île paradisiaque plutôt que vous coltiner, je sais pas moi, un séjour célibataire ou je sais pas, peu importe quoi. Mais voilà, c'est important que vous mettiez des actions vraiment en place pour atteindre votre objectif. Parce que c'est pareil, vous avez beau dire, oui, mais moi je suis inscrit sur Totokos, oui, mais moi j'ai prié des neuvaines, oui, mais moi j'ai fait dire des messes. Ouais, ok, mais concrètement, tu as fait quoi d'autre? Est-ce que tu es allé un peu dans des week-ends, tu as appelé, est-ce que tu as fait des démarches concrètes? Voilà. Après, encore une fois, je voudrais pas avoir l'impression de parler comme un livre. C'est pas 1 + 1 = 2. Vous avez fait ça et puis ça va marcher. J'en suis totalement conscient. Il y a la grâce, il y a la providence. Tout ça, nous, en tant que coach, on n'a pas de prise là-dessus. Ça, c'est les plans de Dieu. Mais quand même, voilà. Est-ce que vous pensez que vous faites tout ce qu'il faut de votre côté, vraiment, pour pouvoir réaliser ce projet qui vous tient à cœur? Et vraiment, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Et je vous invite, et j'invite moi souvent, à observer votre situation avec vraiment une honnêteté radicale. Avec une honnêteté radicale. Brutal. Oui, brutal. Sortez du déni, sortez de tout ça. Le but n'est pas du tout de se culpabiliser. Quand bien même vous dites non, mais en fait, je me rends compte que j'y arrive pas, que je suis bloqué. Mais c'est OK. Bah, Et c'est déjà un la bon première constat étape, de faire ça. c'est la première étape. Parce que ça dit la réalité de ce que vous vivez. Plutôt que chercher des prétextes, des excuses à l'extérieur, ben oui, c'est moins douloureux de se dire que le problème, il est à l'extérieur, qu'il est à cause de la société, qu'il est à cause des hommes ou des femmes, euh, que de se dire, ben, effectivement, j'ai du mal. J'ai du mal à concrétiser. Je sais pas pourquoi. Voilà. Allez, Elle juste, nous échappe. il y avait une Oui. question, alors je l'ai peut-être pas vu entière, c'est-à-dire celui qui dit, bon, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut et c'est OK. Même si là, je vous aurai en face, je prendrai le temps de vous questionner pour voir vraiment ce que vous avez fait. Attention aussi une chose, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes à rechercher l'idéal ou à fantasmer la relation et que vous avez l'impression de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire, bah oui, j'ai rencontré des personnes, mais c'était jamais la bonne, ou ça s'est jamais bien passé, ou la relation se passait pas bien, c'est peut-être simplement que la représentation que vous avez du couple, de la personne que vous recherchez, ou de ce que ça devrait être, ou de ce que vous pensez que vous devriez vivre, en fait, c'est peut-être que vous recherchez un idéal ou que vos représentations ne sont pas réalistes et réalisables. Voilà. Donc, ça donne un élément de réponse. Je sais pas si, voilà. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui peut faire que, encore une fois, on peut, dans les comportements, être aussi beaucoup dans le faire et l'agir. D'ailleurs, c'est le cas aussi de beaucoup de personnes qui viennent nous voir. C'est qu'elles ont l'impression d'avoir essayé beaucoup de choses. Ça fait que 3 ans que je suis inscrit sur le site de rencontre, j'ai fait des week-ends célibataires, mais je comprends pas, je rencontre pas. Et nous, quand on creuse, le but, c'est quand même quoi? C'est d'aller nous débusquer les angles morts, les croyances limitantes, les peurs, les blessures, peut-être l'idéalisation, les mauvaises représentations
du couple, de l'amour, sur soi, sur les hommes, sur les femmes, des loyautés inconscientes. Voilà, donc nous, ça c'est après, c'est notre travail de faire ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent, quand elles viennent nous voir, j'ai tout fait ce qu'il faut, pourtant ça marche pas. Et d'ailleurs, elles viennent nous voir parce qu'elles se sentent bloquées, coincées, elles savent plus comment elles peuvent agir différemment pour avoir du résultat. Voilà. Alors, moi, il y a plusieurs personnes qui rebondissent sur le fait que je parle, enfin, j'aborde le sujet de la sexualité et de cette obéissance, voilà, la chasteté. Alors, bon, j'ai écrit pas mal de posts sur ça. Je ne répondrai pas aux gens qui me disent tu nous incites à la débauche, blablabli, blablablou. Voilà, hein, je vous invite à regarder Tartuffe. Par moment, la sainteté ne fait pas de grimace. C'est pas que je sois sainte, hein, mais c'est que voilà, c'est pas la peine non plus d'en rajouter. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que nous, sur le terrain, on réalise quand même que chez les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui se préservent. Alors, se préserver jusqu'à 25 ans, bon, ça va. Mais c'est vrai que se préserver jusqu'à 40 ans, 46 ans, 50 ans, ça a des conséquences si on veut le couple. Attention, si on veut le couple. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que on obéit à ça, mais on ne sait jamais si on obéit à tout. Voilà. C'est-à-dire que c'est une dimension de l'obéissance. On ne peut pas miser tout sur ça. Il y a des gens qui disent bah, je me suis préservé. Mais ce n'est pas parce que tu t'es préservé que tu t'es préparé. Il y a vraiment des gens, ils sont convaincus que parce qu'ils se sont préservés, ça y est, ça va être des bons époux. Pas forcément. Pas forcément. Donc, ça ne fait pas tout. C'est une dimension très importante, mais il y en a d'autres aussi très, très importantes. Voilà, alors, ça ne veut pas dire que je vous dis de faire n'importe quoi. Je vous dis juste de réfléchir. Et puis, dans le côté se préserver très, 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 très longtemps, ben, plus je me préserve longtemps, longtemps, plus je vais avoir peur de l'inconnu. C'est pour ça, je dis à 22 ans, 23 ans, 25 ans, se marier, bon, bah, on est encore flexible. Et puis, voilà, découvrir le couple, ça va avec tout ce qu'on découvre. Mais nous, on a des gens, ils ont 40 ans, ils savent même pas, en fait, c'est quoi la sexualité, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va être de vivre au quotidien, mais c'est la panique. Donc voilà, ça ne fait pas tout. Oui. Voilà, on peut pas tout miser sur ça. Donc il faut le tenir, mais il faut aussi avancer sur d'autres choses. Voilà. Et puis, comment dire, je pense aussi que si on se préserve, c'est bien, mais il y a quand même à un moment donné la question du désir. Je ne vais pas aller en relation. Il y a des gens qui me disent bah, je me suis préservée. Je dis mais tu as des désirs pour un homme, une femme Non. Vous voyez, il ne faut pas non plus que tout soit bloqué parce qu'on ne va pas se marier sachant qu'il y a une vocation d'accueil à la vie voilà, si on n'a pas de ce désir. Enfin, voilà. Moi, j'aborde aussi tout ça parce qu'on ne va pas avancer si on ne regarde pas tout. Ouais, ouais, bon, après, voilà, c'est un sujet, on pourrait faire, je pense, tout un webinaire là-dessus. Je ne le ferai Après, pas parce que oui, tout le puis de monde toute va façon, s'énerver. nous, on n'est pas prêtre ou accompagnateur spirituel. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a une idée sur la question, parce que si on parle de vie affective, si on parle de désir, de sexualité, bien sûr que ça touche aussi le domaine de la vie amoureuse et affective. J'ai juste envie d'élargir un petit peu le débat, de prendre de la hauteur, parce que, euh, en fait, la question que ce soit de la continence, il faut bien savoir de Oui, quoi on parle, de aussi. la continence avant mariage, c'est-à-dire de ne pas avoir de relations sexuelles, ou de la chasteté qui est à vivre jusqu'à votre mort. La chasteté, c'est toute la vie, d'accord? Et la dimension charnelle de l'étreinte sexuelle, c'est juste un aspect de la chasteté. C'est juste un aspect, d'accord? Donc, c'est bien beau de se dire, bon, ben moi, là-dessus, je suis nickel, je coche les cases. Très bien, mais c'est déjà très bien, bravo. Bravo, parce que ça veut dire que tu tempères tes passions, tu maîtrises très bien. Mais où en es-tu de la chasteté du cœur? Parce que avant tout, la chasteté, ça veut dire quoi? Je vais le faire, c'est très caricatural, mais on n'a pas le temps de développer. C'est d'être dans le don et pas la captation. C'est-à-dire, est-ce que moi, je veille au bien de l'autre et je le vois comme Mm. moi, je me donne à l'autre et je vais veiller à son bien et je vais veiller à sa sainteté et à son chemin de croissance et je vais être là pour l'aider à grandir et le soutenir et pas qu'est-ce que je peux prendre de l'autre. Et je peux vous dire qu'on accompagne beaucoup de chrétiens, il y a souvent beaucoup de captation. C'est-à-dire, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce qu'elle va me rendre heureuse? Est-ce qu'elle va me faire du... Mais la question, c'est est-ce que toi, tu l'as choisi? Est-ce que toi, tu veux choisir cette personne-là? Fais confiance aussi à la personne, qu'elle va te choisir peut-être toi.
et que si elle a les valeurs et les qualités que tu as pu reconnaître chez cette personne. Donc, c'est vraiment ça. La chasteté, c'est de pas être dans la captation de l'autre, de pas l'objectiver pour soi, mais d'être vraiment dans un don, c'est-à-dire j'engage ma liberté, ma responsabilité pour cette personne. Voilà. Donc, d'arrêter ça simplement à la dimension, je dirais, Et ouais, sexuelle, visible. c'est réduire. Et vous savez, dans la vie spirituelle, encore une fois, on sort un peu de notre cadre, mais on est entre chrétiens. Euh, il y a les péchés qu'on voit qui sont grossiers, puis après, il y a les péchés, vous savez, qui sont subtils, où il faut de la conscience pour les voir. Parfois, je vais dire parfois, pour pas dire souvent, euh, faire attention de pas se cliver, de pas se coincer, Eh ouais. à réprimer le désir parce qu'il a vraiment toute sa place dans une relation amoureuse. Et pour C'est ceux dans sa qui vivent, recherche. et pour ceux qui veulent vivre la continence avant le mariage, encore une fois, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais comment vous allez vivre ce désir, même comment il va se vivre d'une façon corporelle et charnelle, sur un plan incarné, pas que ça soit juste dans un plan spirituel, un plan intellectuel, Abstrait, un ouais. plan, voilà. Comment vous allez pouvoir le vivre tout en restant chaste, en étant dans un respect de l'un de l'autre, dans une pudeur. Voilà. Et ça, c'est important aussi de pouvoir vivre cette dimension-là. Moi, je trouve qu'on devrait regarder le Tartuffe, nous chrétiens, parce que Molière avait tout dit. Voilà. Le Tartuffe, il obsède sur le rapport sexuel, la fornication, et comment dire, il en perd la subtilité de la chasteté du cœur. Parce que ça se joue aussi à un autre endroit. C'est à quel moment, finalement, je veux prendre et je suis pas en train de me donner. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à s'en rendre compte et ça empêche souvent. Alors qu'on n'est pas tout le temps en train de forniquer, excusez-moi. Mais voilà, donc je dirais que la chasteté du cœur, normalement, quand elle est acquise, il n'y a pas de fornication. Donc en se concentrant sur ça, normalement, on s'évite bien des problèmes plus gras. Mais je trouve que voilà, aller au plus subtil, bon, bah, c'est important. Après, il y a des gens, et je dis pas ça vraiment pour critiquer du tout, hein, j'avais vraiment entendu cette expression. Il y a des chairs bavardes et il y a des chairs silencieuses. Donc il y a des gens, bah, la chair, elle parle beaucoup, elle a beaucoup de désirs, donc je comprends, c'est un combat beaucoup plus grand pour eux, et d'ailleurs ils ont plus de mérite de tenir la chasteté que ceux pour qui c'est très facile en fait, hein. Donc voilà, donc, hein, ça c'est On va Dieu passer qui à sait. notre sujet, je pense. Mais ouais, mais bon, il y avait Voilà. plusieurs questions Ah, qui ok. revenaient sur Bon. ça, donc j'ai dit je vais répondre quand même Ok. parce que Ça gratte. C'est que, ça, c'est que ça gratte alors. c'est normal parce que voilà, il y a des nuances et Hum, puis il y a des conséquences ouais, voilà, qui sont à aborder. Moi, je suis pas là pour vous dire que faire. hum. Je veux juste aborder plein de points. On ait plus de matière à réfléchir, hein. C'est ça pour moi qui est merveilleux dans la foi, c'est que on a plus de matière pour prendre des décisions. Ah, il y avait une bonne question Voilà. là. Tu réponds pas? J'ai vu passer une question intéressante. Webinaire réaliste et vrai. Merci, c'est tout ce qu'on Bon, cherche. ben merci. On Vraiment. essaye. On cherche que ça. Le reste, c'est pas notre job. Voilà. Ouais. Merci. En tout cas, Patricia, merci. Ouais, il y a une question là, je sais plus comment c'était dit, mais comment faire pour s'ouvrir à la rencontre quand on a été beaucoup centré sur soi dans le célibat? Je trouve que c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il faut être conscient que le célibat, la conséquence du célibat, c'est qu'on a une vie un peu auto-centrée. On s'occupe beaucoup de soi. Et quand bien même vous donnez beaucoup dans de l'associatif, votre paroisse et tout, quand même votre vie elle se résume à essentiellement vous et ce que vous faites en associatif, mais c'est vous. Quand on a une femme, des enfants, vous voyez, on se lève le matin, il y a déjà la femme, les enfants au petit déjeuner, enfin voilà. On est dans autre chose, on est dans un décentrement de soi. Donc c'est une très bonne question, il faut être conscient de ça. Et donc ça va nécessiter finalement d'accepter de se décentrer de soi et en fait, il y a une des choses qui est difficile dans une démarche de rencontre, c'est que ce qui est important, c'est de rester ouvert à la rencontre, de rester ouvert à l'autre. Et si vous êtes trop sur vous, à vous analyser, à vous observer, ah, mais je me rends compte que si, je me rends compte que j'ai peur, mais je me rends compte que je suis pas bien, je me rends compte que, en fait, vous arrêtez pas de vous regarder. Et le problème, c'est que vous allez vous enfermer en vous-même. Et d'ailleurs, cet écueil, je vais vous dire, je le retrouve aussi alors, dans les personnes qui font trop de psychothérapie, développement personnel, parce qu'à un moment donné, si mon but, d'ailleurs j'ai souvent fait des posts là-dessus, alors les gens du dev perso, ils aiment pas trop ça, mais si je passe ma vie, mon temps à chercher à cultiver mon bien-être, à mieux me connaître, me comprendre, moi, vous voyez, une démarche psychothérapie, on se regarde beaucoup. On se regarde, on essaie de se comprendre, ses fonctionnements et tout ça. Et à un moment donné, le but de la rencontre, c'est tout l'inverse.
c'est qu'on va arrêter de se regarder. On est OK, on n'a plus à se regarder trop parce que ça y est, on est en paix avec son histoire et tout. On est dans l'être et on regarde nos frères et sœurs, on regarde les autres, on se décentre de soi. Et donc ça, c'est hyper important d'apprendre à se décentrer. Et très clairement, je vais vous le dire, mais ça va être douloureux. Renoncer des fois à certains besoins, faire des compromis, c'est douloureux. Ça va générer de la frustration, ça va. Oui, mais en même temps, c'est à ce prix-là que vous allez vous libérer. Quand je dis libérer, c'est au sens apprendre à se donner. Si on part du principe que la liberté, c'est la capacité de se donner, ben, vous allez vous libérer. Par contre, pour vous donner, ben, faut renoncer parfois, je dis bien parfois, je dis pas qu'il faut toujours renoncer, à moins que vous êtes appelé vraiment à avoir une vie de saint, où tout est donné dans la pauvreté, voilà, mais sans fixer le niveau à ce niveau-là. Euh, voilà, ça va nécessiter en tout cas de s'intéresser à l'autre, vraiment. Je m'intéresse à l'autre. À qu'est-ce qu'il a à me révéler de différent? Parce que finalement, c'est par l'altérité que Dieu va vous parler, que l'autre va vous parler même de vous en vous révélant ce que lui, il est. Voilà, c'est vraiment l'altérité qui va vous faire un effet miroir. Et voilà, donc d'accepter comme ça, c'est de sortir de soi-même. Mais je pense que c'est pas évident quand on a, voilà, quand on a créé, construit beaucoup d'habitudes. Je vais répondre à plusieurs questions en même temps, vous allez voir pourquoi. Donc, il y a la question de la différence de religion, il y a la question de l'attirance physique, est-ce que c'est important, etc. Donc, alors nous, on appelle ça les critères structurels. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour vous? Ce qui est fondamental pour moi, c'est subjectif, et pour vous, pareil. D'accord? Donc là, je donne de la matière pour que vous-même, vous fassiez votre raisonnement. Voilà. Attention, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Donc, je ne répondrai jamais oui, la religion, c'est important, etc. Ça dépend. Voilà. Ça dépend, ça nous dépasse. Non, mais je rigole. Mais tout ça pour dire que ce qui est important à un moment donné, c'est que vous trouviez ce qui est vraiment fondamental pour vous. Alors, si vous avez une liste de 100 choses fondamentales, vous n'allez jamais trouver personne. Je trouve que déjà, 3 choses fondamentales, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, ça c'est dit. Euh, Ceux qui ont une liste de tout ce qui est important pour eux, soit il y a une psychorigidité, soit il y a trop de blessures, soit... Donc ça, c'est pas normal. Sachez une chose, normalement, je sais ce qui est fondamental pour moi et le reste, ce n'est pas important. Donc, je lâche prise. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des couples qui fonctionnent très bien en se disant, bah, il est protestant, je suis catholique. Pour moi, ce qui était fondamental, c'est qu'on soit d'accord sur l'éducation des enfants. On les éduque comme ça. Le reste, ils ont lâché prise. D'autant plus que juste, j'apporte des éléments, comprenez, je donne aucune réponse. Normalement, j'essaye d'apporter des éléments de réflexion, tout simplement. C'est ça mon travail. Quand vous dites, est-ce qu'il faut la même religion? On a la même religion avec David, on ne la vit pas pareil. Et ça peut, par moments, offenser, dans le sens, bah, moi, j'ai tel saint que j'aime beaucoup, ou j'ai tel élan spirituel, et l'autre, il dit, bon, ça ne me parle pas, je suis plutôt ça. Voilà, donc déjà, il faut être prêt au fait que l'autre, il est aussi une altérité dans le spirituel. Voilà, donc il n'y a pas de fusion, on ne voit pas les mêmes choses, donc des fois, c'est voilà, c'est décevant ou tout ce qu'on veut, mais bon, c'est comme ça. Carême, l'un veut le faire comme ça, l'autre veut le faire comme ça. On n'est pas sur la même intensité, le même rythme. Ça, c'est pour le spirituel. Donc déjà, comment vous vous imaginez les choses, ça peut vous bloquer. Puis, c'est pas forcément parce qu'une personne fait 10 génuflexions et une messe en latin que vous allez être super bien avec cette personne parce qu'elle est humble et je sais pas quoi. Vous voyez, ça, c'est vraiment ça. Tartufin, il fait tout ce qu'il faut à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, tout est calé. Bon, bref, donc ça, c'est un élément pour réfléchir. Et concernant l'attirance sexuelle, et ben là aussi, ça demande de se connaître. Il y a pour des gens pour qui ce n'est pas structurel, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'ouvrir à une personne qui ne correspond pas à leur standard parce que cette personne est intéressante et que voilà, ils ont lâché en fait d'âme à âme, ils ont du désir parce que cette personne est ce qu'elle est. Donc à ce moment-là, la forme a moins d'importance que le fond. Bon,
pour X raisons, il y a des personnes qui sont capables de lâcher prise sur ça et de ressentir une attirance pour d'autres qualités que l'esthétique physique ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment à vous de vous connaître. Il y a des gens qui disent non, le physique n'est pas très important. Puis en fait, il faut toujours que ce soit une jolie fille comme ci, comme ça, et sinon, il n'y a pas de désir. Bon, bah alors là, c'est important le physique. Donc, je dirais presque que si le physique est très important, il va falloir lâcher sur d'autres trucs. Vous ne pouvez pas tenir tout ensemble. Ah ouais, alors la fille, il faut qu'elle ressemble à Monica Bellucci, qu'elle soit une catholique messe en latin. Vous voyez, voilà. Donc, il y a des choses qui sont vraiment fondamentales pour vous. Et ça, vous le tenez ferme. Il ne faut pas tout tenir, il ne faut pas se tromper. Il y a peut-être des choses, vous croyez que c'est fondamental et ça ne l'est pas. Et donc, vous vous bloquez pour rien. Et pour le reste, il faut lâcher prise. Lâcher prise. Parce que dans le couple, il y aura des compromis, il y aura des problèmes, il y aura des choses, des frustrations, des déceptions. Donc, ce qui est important, bah, vous le tenez bien ferme. Le reste, on lâche prise. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait qu'il fallait que vous soyez clair avec votre projet, ce qui est important pour vous. Euh, c'est une vraie question sur la spiritualité, surtout si ça prend une place très importante dans votre vie. Bien sûr que il y a la question de la pratique religieuse, mais je pense que la question, elle va bien au-delà. Euh, c'est parce que forcément, la vision de l'amour, la vision du couple, la vision du mariage n'est peut-être pas du tout la même pour quelqu'un qui est chrétien. Par exemple, il dit le mariage, il y a l'indissolubilité, on revient pas en arrière, la fidélité. Et pour une personne pour laquelle peut-être ça représentera pas la même chose. Après, pour moi, ça pose aussi de réelles questions quand on a un projet de famille d'avoir des enfants. Parce que ça pose vraiment la question de l'éducation des enfants. Imaginons, vous avez un chrétien ou catho qui veut que ses enfants soient baptisés, qu'ils fassent le catéchisme et qu'ils soient éduqués dans la foi chrétienne. Si pour l'autre, c'est pas sa foi, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'opposera même pas après? On n'en sait rien en fait. Donc c'est un peu un pari fou. Voilà. Donc sur ces questions-là, je pense qu'il faut creuser, mais pas juste au sens, oui, je veux qu'il soit chrétien pour qu'il soit chrétien. C'est voilà de se poser les questions. Ok, mais pourquoi je veux qu'il soit chrétien? Voilà. Faut pas, je pense pas qu'il faut en faire une espèce d'absolu. Par contre, il faut vraiment questionner en quoi c'est important pour moi et vérifier ces questions-là. Si la personne, elle n'a pas exactement votre spiritualité ou votre sensibilité spirituelle, est-ce qu'il peut y avoir une vraie compatibilité? Est-ce qu'on peut s'engager sur la même chose avec un engagement commun où on est OK? Et par contre, je vous invite à une chose. Il faut que votre relation de couple soit basée sur un engagement mutuel et réciproque. Parce que si vous n'avez pas posé correctement les fondations au départ, alors on pourrait dire que les fondations réciproques, c'est le mariage, c'est le contrat de mariage, c'est ce à quoi on s'est engagé ensemble. Se soutenir, s'entraider, participer à l'éducation des enfants si on est jeune et qu'on aspire à donner la vie. Voilà. Pourquoi? Parce que si au préalable, vous n'avez pas posé les choses de manière très claire, consciencieuse, vous pourrez après reprocher à l'autre des choses. Et en fait, l'autre, il s'est peut-être pas engagé à ce moment-là avec vous à ça. Donc, posez les choses. Alors, on ne sait pas ce que l'avenir va, voilà, si vous évoluez 10 ans après, mais plus vous établirez de manière très claire et consciencieuse la base de votre engagement, la base de votre relation, à quoi vous engagez ensemble. S'il faut le noter, vous le notez. Vous savez, la charte du mariage, c'est ni plus ni moins, c'est ça. Vous savez, on a des droits et des devoirs dans un engagement matrimonial. D'accord? Si on lisait le code, c'est ça. Ben là, c'est pareil. Vous le faites entre vous, charte de mariage, vous notez noir sur blanc, vous signez, vous datez. Et puis, si jamais, à un moment donné, il y en a un qui remplit plus ses engagements, le but, c'est pas de lui sortir à chaque fois, d'accord? Mais si à un moment donné, vous sentez qu'il y en a un, vous serez à même de lui dire, écoute, tu t'es engagé à ça dans cette relation. Aujourd'hui, t'en es où par rapport à ça? Donc, voilà, c'est très important. Oui, bah, en tout cas, pour les personnes qui souhaiteraient vraiment faire vraiment un état des lieux, un bilan de leur situation, euh, des gens qui sont quand même réellement motivés, voilà. Très clairement, à la question de tout à l'heure, vous êtes à minima 8, 9, voire 10. Idéalement, c'est 10. Vous êtes vraiment motivé, vous savez que vous êtes motivé, mais vous savez pas pourquoi ça fonctionne pas. On vous propose avec Mirana de pouvoir faire un bilan amoureux de votre situation en visio, c'est 30 minutes. C'est un bilan qui est offert. L'idée, c'est que on va vous poser des questions sur votre situation. On arrive très honnêtement, hein, c'est pas présomptueux de notre part, c'est qu'on a tellement une expertise de ce domaine-là, on arrive assez facilement à déceler où est la faille. Voilà. Encore une fois, on n'a pas toutes les réponses, mais en une demi-heure, on arrive quand même à bien identifier si vous êtes dans une recherche d'idéal, si vous êtes passif, si vous manquez de confiance en vous, s'il y a de la dépense affective. On arrive assez bien à travers quelques questions.
Donc voilà, on vous propose pour ceux qui sont qui sont réellement motivés mais qui se sentent coincés à réaliser un bilan amoureux en visio et vous repartirez donc avec des clés, avec des conseils. Si vous avez besoin de poser quelques questions à la fin de l'entretien, vous pourrez poser des questions. Et ensuite, ben, s'il y a des personnes qui sentent qu'elles auraient envie d'être accompagnées et qu'on voit qu'on peut vous aider, après on peut vous expliquer comment on travaille, quelle est notre approche. Voilà, nous après on a un programme d'accompagnement sur 6 mois en coaching amoureux. Mais voilà, là le but c'est déjà de faire un bilan, de faire un état des lieux. On vous donne des clés, vous voyez si vous arrivez à les appliquer ou pas. Mais voilà, ça vous donnera certainement des clés. Donc je sais pas si tu as mis le lien. Je vais vous le mettre. Donc Mirana va vous mettre un lien, puis de toute façon, on vous enverra un mail avec le replay, ceux qui veulent accéder au replay. Et donc, vous avez un lien Calendly, vous prenez un rendez-vous en ligne. Bon, je pense que ça va être moi qui vais les réaliser, ces entretiens-là. Donc voilà, vous aurez un entretien avec moi de 30 minutes par Zoom, en visio. Et voilà, pour faire un point sur votre situation. Voilà le lien. Ouais, ce qui est important de préciser, c'est que c'est un premier entretien gratuit. Oui, Et oui, il est offert, hein. vraiment, enfin, moi, pour avoir expérimenté, hein, ça permet vraiment de poser un jalon et puis de se rendre compte que même au fil des ans, hein, on a beau avoir 40, 50, 60 ans, bah, il y a des petits points à ajuster quand même, hein, parce que pour éviter parfois de retomber dans des relations un peu toxiques ou qui nous épanouissent pas, malgré ce désir de rentrer en couple. Voilà, donc faut pas hésiter. Je vois que quelqu'un dit je suis un peu perdu. Faut pas hésiter justement à user de ces outils en fait, hein, pour avancer et éviter de perdre du temps. Voilà, moi en tant que fondateur d'un site de rencontre, il n'y a rien de plus désespérant que de voir que les gens sont là depuis des mois, voire des années. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un outil parmi d'autres. Et il y a plein d'outils pour effectivement avancer. L'accompagnement en est un autre aussi. Et puis surtout, après, la mise en situation, hein, c'est important, c'est ce que soulignait David et Mirana, de ne pas rester dans son petit coin, Ouais. pensant que Dieu va tout faire. Voilà, donc c'était l'objet de cette soirée, de poser un certain nombre de jalons, de vous interroger, de vous amener à clarifier un petit peu votre projet, peut-être d'identifier là où effectivement il y a des points de blocage. Et puis, n'hésitez pas à bénéficier de l'expertise de Mirana et de David pour justement parfois enlever des petits grains de sable dans les rouages, hein, qui nous Ouais. empêchent d'avancer, qui nous font patiner. Voilà, donc Tout à vous avez fait. le lien, vous avez tout. Moi, je peux que vous inviter voilà, à profiter de cette expérience, hein, de ce vécu. Et moi, ce que j'aime bien chez David et Mirana, et vous l'avez vu, et certains l'ont précisé, c'est que voilà, ils sont cash, quoi, hein. Voilà, s'il faut aborder la chasteté, la Ouais. continence, la sexualité, la foi, les emplâtres spirituels, on y va à Franco de Port. C'est un échange, hein. Sans vouloir blesser qui que ce soit, tout le monde est respectable, mais voilà, c'est échanger ensemble pour avancer, tout simplement. Et Tout à parfois, fait. prendre un peu le recul, avoir un regard extérieur qui nous tape un peu sur l'épaule en disant, oh, attends, Olivier, tu en es où là? Ah bah ouais, c'est vrai, je suis pas très clair là-dessus. Voilà. Donc, Bien sûr. Juste, si je peux me permettre, Olivier, on sait qu'on est un peu percutant, mais c'est aussi notre boulot de coach de faire ça. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour vous bousculer un peu. Si vous venez, que vous repartez de ce live exactement comme vous êtes arrivé, c'est qu'on a raté quelque chose. Par contre, je peux vous dire que vraiment, on s'efforce d'être vraiment bienveillant, de dire les choses quand même. Après, si vous blessez avec les mots qu'on dit, ben, on n'y est pour rien. C'est vous dans ce que vous y mettez. Euh, mais vraiment, voilà, on fait ça avec beaucoup de bienveillance. Et vous savez, notre métier n'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. C'est toute la nuance. Par contre, bien sûr qu'on va dire les choses d'une certaine manière, et puis on va attendre un petit peu, et puis on va y mettre les formes. Mais le but n'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre, parce que vous l'entendez peut-être de vos amis autour de vous. C'est de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Mais je dirais même inconsciemment. Parce que inconsciemment, vous avez besoin d'entendre, qu'on doit vous renvoyer, vous voyez, pour un moment donné, ce que disait Olivier, c'est débloquer les situations parce que probablement que si vous avez l'impression que vous faites du surplace depuis des années, c'est qu'il y a des angles morts que vous ne percevez pas aujourd'hui. Et tout le but d'un accompagnement, ce n'est que voir les angles morts et voir justement quels moyens, quels outils, comment vous pouvez faire pour justement avancer dans la bonne direction. Et puis, il faut dire aussi ce qui est, hein, c'est-à-dire qu'on écoute enfin, le témoignage des célibataires, on écoute l'expérience. Voilà, on est beaucoup en contact avec des célibataires chrétiens, Ouais. catholiques. Bon, bah, à un moment donné, excusez-moi, mais on a un angle de vue que peut-être les célibataires catholiques n'ont pas, un recul.
Donc, on vous le partage. Il y a des choses qui se répètent. La première fois, j'ai dit OK, très bien. Deuxième fois, troisième fois, 10e, 50e, je dis là, il y a quand même un truc à dire. Donc voilà, c'est aussi parce que bah, là, depuis là où nous sommes, on voit certaines choses. Et en plus, on vient pas de ce milieu-là. Oui. Donc voilà, je sais pas pourquoi Dieu fait les choses comme ça, mais c'est vrai qu'on se regarde, on se dit, ah, waouh, on découvre un univers et peut-être que si on était de cet univers, on ne sentirait pas ce qui se passe. Là, on voit que des fois, il y a des choses qui demanderaient vraiment d'être bien, bien réfléchies quand même. Et juste dernière chose pour ceux qui savent pas quoi faire cet été, c'est quand Olivier la semaine il y aura Alors, une c'est du semaine 21 à au 27 juillet. Voilà, donc on sera à Pralognan. Donc, je vais vous mettre le lien. Si vous voulez, il y a encore des places si vous voulez vous inscrire pour vivre vraiment. Alors là, pour le coup, on est en immersion totale. On se retrouve entre une soixantaine de célibataires où on vit à la fois un temps sportif, un temps spirituel, un temps de coaching. Donc voilà, je vous mets le lien. Et puis pour ceux qui sont fans de musique et qui veulent participer au Jésus Festival, c'est un festival qui a lieu du 4 au 7 juillet prochain, qui, euh, qui va fédérer à Paray-le-Monial pas loin de 7 à 10 000 personnes. Donc tout autour, 3 jours autour de la musique chrétienne. Et on a la chance, nous, d'avoir un stand Théotokos avec David. On vous accueille. Donc, si vous voulez échanger avec nous de vive voix, boire un verre avec nous, etc., eh bien, on aura un stand au Jésus Festival et on sera vraiment, vraiment heureux de vous accueillir. ouais, Donc, tout à fait. Jésus Festival, vous tapez Jésus Festival, il faut vous inscrire. Il y a encore des places aussi, mais je vais vous mettre le lien. C'est du 4 au 7 juillet, donc 3 jours de musique non-stop chrétienne. Et c'est vraiment un beau moment voilà, à partager. Et puis, ça sera l'occasion voilà, d'échanger de vive voix et de façon beaucoup plus incarnée. Mm, tout à fait. Ah, voilà, Béatrice, ravi de vous voir au festival. Ouais, on sera content de te recevoir aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à taper sur Internet Jésus Festival, vous verrez, c'est vraiment un beau moment à vivre. Voilà. Bon, il y a une question, est-ce que les appels sont limités il y a une limite d'âge? Alors, Limite d'âge. on va mettre une limite d'âge parce que malheureusement, en fait, on s'est aperçu que D'accord. on a reçu des inscriptions. Il y avait un écart d'âge qui était trop important. On pouvait aller de 25 ans, la personne la plus jeune, à 78 ans. Donc en fait, on a travaillé justement avec David, le père Louis-François, sur la prochaine session. C'est des écarts d'âge où on ne se retrouve pas. Voilà. Les 25 ans sont véritablement frustrés et les 78 ans aussi. Donc on va essayer on est sur une tranche majoritairement de 35-55. Mm. Voilà, de façon à avoir une unité au niveau des groupes. Parce que sinon, voilà, on sait que, bah, voilà, on va dire dommage pour les plus de 55 ans, où il n'y a rien pour les moins de 30 ans. Mais en fait, on est obligé de garder une cohérence. Et cette année, on n'avait pas mis de limite d'âge et on se retrouve finalement avec un groupe très homogène, 35-55 ans, et des écarts un peu comme ça, avec des pôles extrêmes. Et ça va être compliqué pour l'avoir vécu sur Mm. d'autres sessions. Les plus jeunes et les plus anciens se sentent mis à l'écart du groupe. Donc, on préfère l'éviter. Voilà. Ouais. Donc ouais. Moi juste, j'ai oublié de le dire, mais s'il vous plaît, pour ceux qui réserveront un entretien, un bilan amoureux, merci de prendre le temps de bien répondre au questionnaire. Vous verrez, il y a un questionnaire préalable, parce que moi, c'est important déjà, si vous me donnez pas mal d'éléments de réponse dans le questionnaire, donc vous verrez, je vous demande quelle est votre situation, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos difficultés, mieux vous répondrez au questionnaire et plus ça sera pertinent pendant l'entretien. Si vous êtes généraliste et évasif, eh ben, on va prendre plus de temps dans l'entretien. Donc voilà, moi, je vous demande simplement d'essayer de bien répondre aux différentes questions par rapport, vous, à ce que vous avez perçu. Essayez d'être quand même synthétique, mais voilà, de me parler de vos difficultés, de ce que vous voulez, de ce que vous avez besoin. Et en fonction de ça, comme ça, moi, je pourrais vraiment établir voilà, ma vision laser et vraiment être précis par rapport à ce que vous me direz, ce que vous me renverrez. Voilà, donc oui, Jésus Festival va être mis dans les sorties Théotokos. On va faire un petit article sur le blog là prochainement, de façon à vous inviter à nous rejoindre si vous le souhaitez. Je vous ai mis donc le lien vers le Jésus Festival. Vous pouvez vous inscrire, il y a différentes formules. Je sais qu'il y a encore des places en camping, en hébergement collectif. Voilà, c'est vraiment un bel événement. On y était l'année dernière, mais sans avoir de stand Théotokos. Et l'année dernière, il y avait près de 7000 personnes, donc c'est énorme, hein. Donc là, ils attendent aux alentours de 10 000 participants.
Donc, ceux qui connaissent déjà, ben, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mm. Merci pour cette belle soirée. Merci à chacune et à chacun de votre présence et de votre, je vais dire, persévérance, hein, parce qu'on était, voilà, vous êtes restés au-delà de l'heure prévue. Merci à David et Mirana bah, pour cette belle intervention et puis voilà, ce partage avec les tripes et le cœur. Et puis, bah, on se retrouve sur d'autres événements, donc Jésus Festival et puis Pralognan en direct. Et puis à la rentrée, bien évidemment, on reprendra un certain nombre de visios. Et puis le replay sera mis en place aussi sur les gens, pour les gens qui ont participé sur notre chaîne YouTube. Voilà. Ouais. Ben, merci à tous en tout cas Ouais. merci pour votre présence, merci pour votre participation. On espère que vous repartez. Voilà, si déjà vous pouvez repartir avec moi, comme je dis souvent, avec une ou deux pépites pour ce soir, quelque chose qui pourrait vous aider, quelques clés de compréhension, ben, c'est super. Par contre, essayez de les mettre en application. Sinon, ça restera juste de la théorie et de l'information. Et vraiment, c'est par le passage à l'action, que par les habitudes que vous allez obtenir des résultats. C'est pas juste en cumulant de l'information. L'information, ça reste juste dans votre tête. Donc voilà, on espère que voilà, vous repartez nourri de ce live. Et on espère vous retrouver bah, prochainement, voilà, pour d'autres rencontres. Et si jamais vous voulez nous suivre avec Mirana, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, Mm. notamment sur Facebook. Vous tapez David Mickel Facebook, vous nous retrouverez facilement. Et Mirana, elle a aussi une chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi, voilà, nous suivre. On donne quand même beaucoup de contenu gratuit qui peuvent déjà beaucoup vous aider. D'ailleurs, Olivier aussi, il y a pas mal de choses Mm. sur le site Théotokos. Vous avez pas mal de voilà d'éléments, d'articles qui peuvent vraiment vous aider encore une fois, si vous les mettez en application. Donc voilà, merci à tous et bah, très belle soirée à vous. Merci, au revoir, bonne soirée. Bonne Au soirée, revoir. merci.